Et bonjour, bonsoir à tous et bonne écoute pour ce nouveau Critflix épisode 2 saison 6 qui revient avec un modèle un petit peu plus classique, dirons-nous, puisqu'on aura quelques news ciné-télé, on aura également nos recommandations en début de podcast. Tout le monde nous remercie de faire les recommandations en début de podcast, on est venu m'écrire pour ça, donc voilà, on vous fera encore une recommandation en début de podcast et pas en fin. Et ensuite on entramera un énorme sujet. Comme la semaine dernière, nous vous avons parlé de cinéma, on a fait le point sur les films qui nous avaient plu pendant l'été ou pas. Et bien cette fois-ci, on va parler de télévision et faire le point sur la télévision cet été. Mais avant tout ça, comme d'habitude, comment vas-tu mon cher David ? Eh bien ça va très bien, et je vais très bien parce que tu vas très bien. Et c'est comme ça l'amitié, on se réjouit pour les autres, parce que je dois vous le dire messieurs, dames, David est d'un enthousiasme immodéré depuis quelques jours. Et j'avoue que ça fait du bien de le voir aussi heureux, parce qu'il a appris via l'Instagram de Gérard Jugnot qu'il y aurait un Ducobu numéro 5. Et vous savez l'amour de David pour cette saga. Il aimerait un jour qu'il y ait un multiverse of Ducobu. Toto. Avec Toto, ça pourrait être incroyable. Mon Dieu. Je vous cache pas qu'on est fou, on se dit que voilà, on tient déjà la Palme d'Or, qu'on sait ce qu'on va envoyer aux Oscars en 2024. Ducobu 5, c'est de l'enthousiasme à tous les étages pour nous et c'est incroyable. Merci Elise Moon, merci Gérard Jugnot, merci UGC je crois. Ah oui. Et le pire c'est que ça va marcher. Mais complètement, anatomie d'une chute au placard, dirons-nous. Ah bah oui, mais hier on a regardé ensemble la Palme d'Or avec David et on doit vous le dire, David il m'a dit de toute façon je pouvais être que déçu parce qu'il n'y a pas Ducobu. Il n'y a pas Ducobu. J'ai pas vu Gérard Jugnot dans anatomie d'une chute, j'étais forcément déçu. Voilà. Donc, voilà. Vous ne serez pas surpris s'il y a une review dans les prochaines semaines et que David est déçu, c'est pour ça. C'est ça, exactement. Mais en attendant, voilà, qu'on vous parle des choses dont on est déçu, on vous parlera surtout des choses qu'on peut vous recommander. Et mon cher David, qu'as-tu à recommander à nos chers auditeurs ? Alors, je vais vous recommander peut-être le film que j'ai préféré voir en salle cette année, et j'avoue que ce n'est pas que je l'avais oublié, mais j'y pensais pas spécialement. Il est de retour sur Canal+, et sur MyCanal depuis quelques jours. C'est Les Banshees d'Inisherin. Ah oui, ça me fait plaisir. Qui est vraiment un film que j'adore. Il est réalisé par Martin McDonagh, donc qui est le réalisateur de Three Billboards, Les Panneaux de la Honte, qui était vraiment un film extraordinaire. Et là, j'avoue que celui-ci, donc un film très irlandais, hein, les Banshees d'Inisherin, puisque ça se passe, alors je sais plus si c'est après la guerre civile irlandaise, donc on doit être dans les années 1920, pendant la... Oui, c'est pendant la guerre, ouais, donc ça doit être vers 1920-1923. On est sur cette petite île irlandaise, et je trouve le postulat de départ, mais brillant, c'est fou. Mais c'est brillantissime. Ouais, c'est juste un mec qui va voir son meilleur ami, et son meilleur ami ne lui parle pas. Et au début du film, on se demande ce qui se passe. On se dit, tiens, on sait même pas qu'ils sont vraiment si potes au début. On le voit juste aller le voir, il lui parle pas. Et en fait, le postulat, il est simple comme bonjour. C'est simplement que l'autre mec lui dit, bah non, je veux plus te parler parce que je me rends compte que t'es pas intéressant. C'est ça. Que je perds mon temps avec toi. T'es pas un vrai ami parce que tu me parles que de trucs qui sont complètement vides de sens, et je perds mon temps avec toi, je veux plus te voir. Et tout ça va entraîner une escalade dans leurs relations et au sein de l'île que je trouve passionnant, ce postulat de départ. Et c'est drôle parce que j'y ai pensé en voyant le film. Je me suis dit, mais comment je réagirais si un jour un de mes amis, si un jour je viens au cinéma, puis que David là, il me parle plus, puis il me dit, bah va t'asseoir dans la salle, j'ai rien à faire, je te parle pas. Si un jour comme ça, on a quelqu'un à qui on tient qui nous parle plus du tout. Et c'est marrant parce que Fabien qui était avec nous sur le podcast, je lui ai conseillé le film, il a regardé cet après-midi. Ah bah, je l'ai vu il y a 2 jours. Et il m'envoie, bon j'ai compris le message, tu vas plus vouloir me voir et je vais recevoir des morceaux de doigts sur ma porte. Donc, et en fait je trouve ce postulat brillant, je trouve Colin Farrell incroyable dedans. Incroyable. Mais vraiment, quand j'ai vu le film... Même Gleeson, Brendan Gleeson est extraordinaire. Ouais. Et vraiment, n'ayant pas vu spécialement le pitch avant, c'est vrai que j'essayais un petit peu de me passer de bande-annonce et de synopsis, je me suis même demandé si c'était vraiment lui quand j'ai regardé le film la première fois, et il est incroyable, Colin Farrell. Je rappelle quand même que le film, il a eu plusieurs Golden Globes, et dont Colin Farrell pour le meilleur acteur dans un film musical ou dans une comédie. Et j'ai trouvé la réalisation super chouette, et j'ai trouvé vraiment que les décors, cette île, la couleur, ça donne envie de voyager en Irlande. Complètement. Et je trouve, voilà, c'est tellement dingue ce postulat. Juste du jour au lendemain, votre meilleur ami vous parle plus. Comment vous réagissez ? Bah c'est l'escalade, et
Je trouve ça passionnant. Et plus j'y repense, c'est un film qui a très très bien vieilli dans ma tête. Je l'ai adoré en sortant du cinéma. Et là, je pense le revoir sur Canal dans les prochains jours et m'acheter le Blu-ray parce que je l'ai pas. Et je me dis, c'est vraiment... voilà, j'avais hésité, j'avais plusieurs coups de cœur en tête. Et là, vraiment, ça me fait du bien de vous reparler des Banshees d'Inisherin qui est sorti chez nous à la toute fin de l'année 2022. Donc je dis c'est mon film préféré de 2023, mais il est sorti le 28 décembre 2022 chez nous. On a dû l'avoir. Donc nous, on l'a eu en janvier chez nous. Mais voilà, gros coup de cœur pour moi ce film. Eh ben écoute, tu as raison, parce que je l'ai vu il y a quelques jours à sa sortie sur Canal, et j'en ai fait, si vous voulez, un TikTok. On a un compte TikTok maintenant sur Critflix, vous pouvez y aller vous inscrire. Même sur Instagram, on sort des réels, et puis donc ça permet de parler de films. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce Banshee d'Inisherin. Je savais pas trop où ça allait au début, je me suis dit, est-ce que ça va me plaire? Et en fait, j'ai pas touché à mon téléphone de tout le film en fait, alors que d'habitude dans mon salon je suis toujours un peu aux aguets de ce qui se passe au niveau notification, et vraiment j'ai été pris dans le truc, et vous voyez comme tu dis cette escalade quoi, c'est marrant de voir à quel point ça tient debout en plus. Oui mais c'est ça. Ça tient complètement debout et c'est vraiment très très bien. Et c'est vrai que bon, beaucoup l'imaginaient comme favori pour les Oscars, bon. Je sais que tu étais heureux car c'est Everything Everywhere All at Once qui l'a emporté, mais c'est vrai qu'il aurait mérité. Alors, il a déjà été oscarisé, le réalisateur, pour Three Billboards, justement. Ouais. Mais globalement, c'est un film complètement à part. Ce serait difficile de le conseiller à quelqu'un, à moins quelqu'un de très cinéphile, parce que je suis pas sûr que le grand public... Tu peux pas le genrer, tu peux pas lui donner un genre véritable. C'est pas une comédie à proprement parler, c'est pas un thriller, c'est pas un polar. Non. Et pourtant, il y a un peu de tout ça, donc c'est vrai que c'est compliqué. Même Three Billboards, c'est difficile. Même s'il est plus accessible, c'est difficile de le conseiller aux gens. Mais c'est ce nouveau cinéma américain qui est vraiment très intéressant. Ouais, là effectivement, enfin c'est très centré sur l'Irlande finalement. C'est une production de 3 pays, Irlande, Grande-Bretagne, enfin Royaume-Uni et États-Unis. Et c'est vrai que Colin Farrell, Brendan Gleeson étant irlandais, ils n'ont pas eu à se forcer non plus pour marquer le trait. Je vous conseillerais quand même de le voir en VO. Oui. Alors je l'ai pas vu en VF, mais je veux dire voilà, en VO on est vraiment pris dedans, et c'est vraiment voilà un vrai coup de cœur. Évidemment, ma recommandation, elle sera mi-française, mi-belge, mi-américaine. C'est du Cobu 4, non, calme-toi. Cobu 4, ouais, complètement. En pré-production, il sortira l'année prochaine. Non, ça s'appelle The Pod Generation. Ça sort le 25 octobre, c'est distribué par Jour de Fête. Et c'est avec Emilia Clarke et Chiwetel Ejiofor. L'acteur de 12 Years a Slave. Voilà, l'acteur de 12 Years a Slave. Et donc ça raconte l'histoire dans un futur, on va dire... qui est pas si loin, parce que ça se passe à la fin du 21e siècle, où en fait une entreprise avec un monsieur qui ressemble étonnamment à Bezos a réussi à créer un pod qui vous permet en fait de faire naître un enfant dans un œuf plutôt que de l'avoir dans le ventre de la mère, et ça remet en question toute la société, puisque les mères peuvent enfin continuer à travailler sans devoir porter leur enfant, et donc vont pouvoir être considérées finalement d'égal à égal par rapport aux hommes. En tout cas, c'est la promesse de cette invention, et on se rend compte vraiment très très vite que tout ça n'est que prétexte à de la vente, à de la récolte de données, au fait que finalement on s'éloigne de plus en plus du naturel de l'humain, puisque on a ce bébé qui naît dans un œuf en plastique. Ce qui est très intéressant, c'est le rapport à la féminité et à la masculinité, puisque du coup le père peut porter l'enfant, c'est lui qui va porter cet œuf pour l'emmener dehors, c'est lui qui va nourrir le bébé pendant qu'il est en train de naître à l'intérieur de l'œuf, et se pose la question forcément de sa naissance naturelle, puisque en fait la naissance se fait forcément dans l'entreprise qui vend l'œuf, et on n'a pas finalement le choix de pouvoir le faire à l'hôpital ou au naturel, etc. Enfin, il y a énormément de questions qui sont amenées dans ce film. Je le dis dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques heures sur TikTok, j'ai été un peu déçu par la fin. Je trouve qu'elle est un peu bâclée. Pas bâclée, mais disons qu'on s'attend à quelque chose de grandiloquent, ce qui ne l'est pas. À la fin du film, c'est un petit peu dommage, même si ça pouvait pas vraiment finir autrement. Et la deuxième chose, c'est que je suis un petit peu déçu parce qu'en fait, on se rend compte que ça se passe à New York, sauf qu'en fait au début du film, Sophie Barthès, qui est celle qui a réalisé le film, est française, et la plupart des fonds ont été fournis par la Belgique. Il y a le fameux tax shelter belge que tout le monde connaît, qu'on voit souvent sur les productions françaises et belges. Et je trouve ça dommage en fait, parce que ça aurait très bien pu se passer à Bruxelles ou à Paris ou dans n'importe quelle ville un petit peu avancée, on va dire, dans les grandes villes, les grandes capitales européennes. Ils ont décidé de faire passer ça à New York, sauf que je pense que le Tech Shelter belge amène forcément un tournage en Belgique,
Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage de faire passer ça pour un événement qui se passe à New York alors que ça aurait pu se passer complètement ailleurs. C'est un petit défaut du film, le reste du film est vraiment très bien, je l'ai trouvé drôle, je l'ai trouvé touchant, les acteurs jouent super bien, ça fait du bien de voir Emilia Clarke dans une belle production, même si toi tu l'as vu dans The Last Christmas. Dans Last Christmas, ouais, bien sûr, j'ai Ouais, adoré ce film. Voilà. Moi je l'ai vu que dans des productions où elle était assez moyenne, et là c'est vrai que je la vois ressortir un petit peu, son jeu d'actrice est vraiment très sympa. Donc voilà, je vous le conseille. Ça remet en question plein de choses. Il y a une grosse conversation que vous pouvez avoir avec vos potes à la fin en sortie de salle, je pense, ou même avec les gens que vous connaissez pas par rapport au film. Ça m'étonnerait qu'il soit énormément distribué parce que le jour de fête c'est un tout petit distributeur. Ouais. Mais voilà, on espère que vous pourrez le voir en salle. Ça s'appelle The Pod Generation et ça sort le 25 octobre au cinéma. Bah écoute mon cher David, on va passer à nos news puisqu'on vient de faire nos recommandations. On reprend le pli un petit peu, hein. C'est un petit peu compliqué de c'est se pas remettre encore dans le bain. la première vraie émission, mais presque. Et moi je vais te parler d'un film qui va arriver sur la plateforme Disney+, parce que bon il faut rester professionnel, hein, l'équité, tout ça. Et bien du coup ils vont sortir un film très original puisqu'ils vont ressortir Blanche-Neige en version 4K sur Disney+, exclusivement et non pas en version physique puisque comme on vous l'a annoncé sur Instagram si vous suivez nos stories, Disney a arrêté de distribuer lui-même ses Blu-ray. C'est maintenant la société ESC Distribution qui va s'occuper de racheter les droits des films que eux veulent diffuser en Blu-ray ou en DVD en version physique. D'ailleurs, il y a eu un communiqué qui est sorti il y a quelques heures, je ne sais pas si tu l'as vu, d'ESC conjointement à Disney, disant que beaucoup pensaient que c'était la fin et que les nouveaux Blu-ray Disney ne sortiraient pas, mais que ESC se contenterait de uniquement distribuer les anciens films. Et finalement, ils ont bien confirmé qu'il y aurait tous les prochains Disney sortiraient en Blu-ray. Et notamment, ils ont annoncé une très jolie édition de Mystère à Venise, qui va être le premier Blu-ray, on va dire, Disney édité par ESC sur un film récent, et donc ils ont tenu à rassurer les gens en disant que c'est pas du tout la fin du Blu-ray chez Disney. Mais c'est vrai que finalement ESC Distribution c'est leur gagne-pain de vendre du Blu-ray et du DVD, donc on ne peut qu'espérer mieux qu'actuellement, puisque Disney avait complètement laissé tomber, hein, on va pas se mentir. Il n'y avait pas de Steelbook, Fnac avait sorti des éditions Steelbook en partenariat avec Disney. J'ai une pensée pour tous ceux qui les avaient achetés neufs, ils coûtaient 30€, moi je m'étais juste acheté Robin des Bois parce que c'est mon préféré, et au final j'ai acheté toute la collection avec mon petit frère en solde, ils étaient passés à moins 85 ou moins 90% sur le site de la Fnac. Au final, on les a achetés 3,70€ le Steelbook. Alors, super bonne affaire, mais ça montrait bien que Fnac avait voulu peut-être un peu concurrencer Zavi. Je ne sais pas si vous connaissez ce site internet anglais qui édite lui-même ses propres steelbooks qui sont absolument magnifiques. Moi j'en ai quelques-uns de Disney. J'ai Jurassic Park 2 et 3, j'ai Alien 3 et 4 que j'avais pris en solde aussi parce que c'est pas donné, mais les éditions sont magnifiques. Et Fnac voyant que beaucoup de gens commandaient sur Zavi, avaient décidé de créer leurs éditions un peu moins quali, faut bien le dire aussi, peut-être un peu moins jolies, un peu moins... Et du coup... chat échaudé, craint l'eau froide comme on dit, et c'est vrai que du coup Disney se contentait de sortir ses Blu-ray en édition classique, lambda, pas spécialement bien travaillée. Et je me rappelle, moi je faisais partie d'un groupe sur Facebook il y a une dizaine d'années qui s'appelait Pour de beaux Blu-ray Disney et on était une centaine de personnes à essayer de débattre, de voir, etc. Et là en fait finalement je trouve que c'est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle ESC parce que comme tu dis c'est leur job et peut-être qu'on va avoir de très belles éditions qui vont sortir. Complètement. Pour revenir sur le sujet, du coup Blanche-Neige et les Sept Nains va ressortir en version 4K, ils ont réamélioré ça. Le film a vraiment une jolie tête en 4K, on a un film qui va être un peu plus précis, il faut savoir que quand même c'est leur tout premier long métrage. 1937, donc ça date quand même un petit peu. Ils ont repris la version d'origine bobine et ils l'ont remasterisé en 4K, donc c'est quand même une nouvelle hyper sympa. C'est pour fêter encore une fois leurs 100 ans. D'ailleurs, on vous en parle puisqu'on fait partie d'une exploitation cinématographique. Tenez-vous au courant des cinémas proches de chez vous. Disney a proposé des deals très intéressants pour les cinémas, pour les ressorties de films. Donc vous allez avoir jusqu'à la fin de l'année normalement pas mal de cinémas qui vont ressortir des Disney, nous compris. Et donc les 100 ans qui seront fêtés apparemment le 16 octobre verront la ressortie de Blanche-Neige sur Disney+, suivi forcément au cinéma de Wish, le fameux film des 100 ans, celui qu'on attendait tous, puisque l'histoire apparemment, ce petit synopsis datait de la naissance de Disney, c'est pour ça qu'ils le sortent pour les 100 ans. Un film qui sera plein de magie, ça sera fin novembre si je ne me trompe pas, et en attendant vous aurez Blanche-Neige sur Disney+. Et sans doute bientôt le Blanche-Neige live action aussi avec bien Rachel sûr. Zegler. Rachel Zegler qui est et toujours sans nain, je en crois. Ah oui, très certainement. Oui, je crois que ça fait partie du deal, ouais. D'accord. Ouais, qu'il n'y aurait pas de nain dans le prochain Blanche-Neige, c'est pas une blague. Oui, mais ça paraît pas illogique en même temps vu les nouvelles volontés de... D'accord, ça va être très difficile à adapter finalement. Je crois que, à moins que je vous dise une bêtise, mais il me semble bien que c'était prévu comme ça, D'accord, ok.
En attendant, mon cher David, pour toi, quelle sera ta news ? Alors moi je vous parlais télé bien sûr, parce que sinon... Qu'on reprenne les bonnes habitudes. Sinon c'est pas drôle. Je vais vous parler quand même de la... Oui, c'est confirmé, il n'y a bien pas les 7 nains. Je suis en train de vérifier là. Voilà. Blanche-Neige sans les 7 nains. Ça va sortir donc en 2024. Ma news télé, c'est donc l'arrivée de Bruce Toussaint sur TF1. Et ça, c'est un sacré scoop. Qui me fait plaisir à titre personnel, parce que ayant grandi dans les années 90, Club Dorothée, etc., sur TF1, il y a quelque chose que je trouve vraiment dommageable, c'est que la chaîne est de plus en plus désincarnée. Il n'y a pas vraiment de magazines sur TF1, comme c'est le cas, par exemple, sur France 2. Il n'y a pas beaucoup de magazines. Alors, certes, c'est incarné en prime time avec les émissions, on va dire... linéaires qui reviennent longtemps, style Koh-Lanta, The Voice, etc. Sur le reste de la journée, c'est quand même... Mais à part Jean-Luc Reichmann le midi, sur le reste de la journée, de la nuit à midi, on a des dessins animés. Alors il y a Téléshopping le matin, certes, et Téléshopping qui est aussi un rendez-vous, on vous en a parlé plusieurs fois. Mais après, une fois que le JT et Evelyne Delia sont passés par là, il n'y a pratiquement plus rien jusqu'au soir. Ça manque de débat et de chaleur. Parce que ça manque, ne serait-ce que de jeux télé aussi. Souvenons-nous qu'il y a encore quelques années, il y avait des jeux à 18 et 19h. Là, maintenant, c'est Demain nous appartient, Ici tout commence, etc. Donc, effectivement, ça manquait d'incarnation. Et donc, Rodolphe Belmer, le nouveau patron de TF1, il révolutionne un peu tout sur TF1 depuis quelques temps. On en a déjà parlé. Sur des acquisitions de droits sportifs, notamment, avec les test matchs de l'équipe de France de rugby. Là, on peut annoncer aussi que TF1 a acheté les droits de la Coupe du Monde de rugby féminine pour 2025. Et donc, ils veulent incarner leur matinée. Et à partir de janvier 2024, c'est quand même assez particulier, parce qu'en général, les infos mercato, c'est pour la rentrée. Et là, ça arrive au milieu de saison. À partir de janvier 2024, Bruce Toussaint va animer, alors visiblement ce serait une émission d'humeur, donc mi-info, mi-divertissement, de l'infotainment comme on peut dire, un peu comme Télématin, qui serait plutôt sur une tranche, alors selon les sources, 9h30, 11h, 8h30, 11h, on entend dire plusieurs choses. Il faut savoir que TF1 est engagé, ça j'aimerais bien un jour qu'on fasse une émission un peu spéciale là-dessus sur les obligations des chaînes, parce qu'on en a déjà parlé rapidement, mais faire aller vraiment en profondeur. TF1 est obligé de passer 750 heures de programme jeunesse par an sur ses antennes, ce qui l'oblige, ça fait environ 2 heures par jour en gros, ce qui fait qu'il ne peut pas enlever T'es fou, son émission jeunesse du matin. Téléshopping, on sait que la société de production est en grande difficulté, on a annoncé la fin, mais visiblement Téléshopping pourrait rester quand même, et ce serait après. Et donc on aurait peut-être les soaps, Amour, Gloire et Beauté, Les Feux de l'amour, qui pourraient migrer vers TMC, petite sœur de TF1. Bien sûr. Et aussi, Bruce Toussaint, évidemment, il ne va pas faire concurrence à la matinale de LCI. Rappelons qu'LCI est une chaîne du groupe TF1, que depuis cette année, c'est Jean-Baptiste Boursier qui l'incarne, qui était vraiment un visage fort de BFM TV. Il est passé un petit peu par France 3, il est revenu sur BFM. Là, il incarne la matinale. On ne va pas revenir sur les événements tragiques de l'actualité actuelle, de ce qui se passe en ce moment en Israël, en Palestine, mais notons que la matinale de LCI a été une des premières à se délocaliser sur place, aller à Tel Aviv. On sent vraiment qu'il y a un souhait de se démarquer un petit peu ils ont fait du 24-24 sur l'Ukraine, alors que les chaînes étaient déjà passées à autre chose. Exactement. Et donc là, Bruce Toussaint, en fait, TF1 voulait incarner ces grilles de programme. Ça fait des années que je me dis que ce serait une bonne idée. Il y avait eu un magazine, si vous vous souvenez, présenté par Julien Arnaud et Sandrine Quétier, qui s'appelait 10h le mag, dans les années 2008-2009, mais ça n'avait pas marché. Et il y avait eu aussi un magazine, Le Week-end, présenté par Laurent Mariotte, qui avait aussi un peu vivoté. Mais alors là, en fait, c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Et Rodolphe Belmer a dit, si on fait ça, il faut qu'on prenne un taulier, pas forcément quelqu'un de TF1. Et donc Bruce Toussaint, il est effectivement sur BFM TV, à cette heure-là, dans le live Toussaint, de 9h à midi, je crois. Et il est passé par Canal+, c'est un journaliste qui est très populaire, qui a publié un livre qui a beaucoup marqué les esprits sur le décès de sa maman. Il a sa maman qui est décédée brutalement d'une crise cardiaque dans la rue l'année dernière, et en fait il est très engagé sur le fait que il voudrait qu'il y ait beaucoup de démarches simplifiées au moment du décès des proches. Il trouve que déjà un décès c'est suffisamment dur à gérer, plus sous l'administratif à côté, et donc ce combat-là, beaucoup de gens s'y sont reconnus, parce que malheureusement on a tous déjà perdu quelqu'un de proche, et il en est devenu que plus populaire. Donc je pense que c'est une figure assez intéressante pour TF1, c'est un recrutement plutôt malin, et je pense que ça peut avoir son succès. Alors attention, émission d'humeur, est-ce que ce sera... Si c'est style Télématin ou style les matinales info, moi je pense que ça peut fonctionner. Si c'est trop dans du style quotidien ou TPMP, rappelons que le public
cible du matin, c'est plutôt des gens qui ne travaillent pas, donc qui sont soit à la retraite, ou alors qui ont des horaires décalés, qui sont projectionnistes par exemple. mais voilà, c'est vraiment... En fait, on vous a dit l'année dernière, le mercato, c'était de la folie. On a passé notre mai et juin à vous raconter les nouveautés télé. Bah là, bam, il y en a une qui tombe en octobre. C'est presque curieux que ça tombe aussi tôt. Parce que là, du coup, Bruce Toussaint, il est un peu entre deux chaises. Il est toujours sur BFM jusqu'à Noël. Mais il est déjà engagé donc sur TF1. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et j'espère que ça va marcher. Parce qu'encore une fois, TF1, c'est la première chaîne d'Europe. C'est pas seulement la première chaîne de France, c'est la première chaîne d'Europe. Et ça fait des années qui, comment dirais-je, que son audience s'érode parce qu'ils restent sur leurs acquis. C'est beaucoup plus simple de proposer le matin des familles XXL, des feux de l'amour, des trucs qui ont des audiences constantes, qui ne bougent pas avec le même public. Et bien, ce serait bien que l'audace paye un petit peu, et on peut parfois, souvent, et à juste titre, être critique envers TF1 et aussi saluer quand ils ont des initiatives comme celle-ci. Peut-être à titre d'exemple, parler de CNews par exemple, qui n'a pas forcément des audiences extraordinaires, mais qui fait souvent le buzz sur internet de par les sujets dont il parle. Est-ce que TF1 n'essaye pas avec Bruce Toussaint aussi de créer cette espèce de mini-buzz en fonction des sujets dont il va parler avec des figures emblématiques? Alors CNews, on va pas se mentir, elle est quand même sur une ligne conservatrice, et c'est ce qui fait qu'elle fonctionne, parce que tu dis les audiences sont pas extraordinaires, elles le sont de plus en plus. Pour une chaîne pour les chaînes info, finalement, c'est pas la première, c'est ça que je voulais dire. Elle l'est sur certains créneaux, elle l'est de plus en plus souvent. On va prendre l'exemple du soir à 20h. BFM TV a une recrue de poids avec Laurent Ruquier, et Laurent Ruquier fait entre 300 et 330 000 téléspectateurs tous les soirs. Alors, il se fait beaucoup taper sur les doigts, mais avant, la case, elle faisait entre 100 et 150 000. Donc Ruquier double, mais Pascal Pro sur CNews fait 900 000 à 1 million, quoi. Donc voilà. Donc je pense que CNews aussi fonctionne parce qu'ils vont sur un créneau où les autres ne sont pas, qui est plutôt un créneau, on va pas se mentir, conservateur, avec des valeurs qui sont les leurs. Et du coup, je pense que TF1 cherche... ils sont de plus en plus, notamment depuis l'arrivée de la TNT, dans ce côté... leur slogan « Partageons des ondes positives ». Et je pense qu'ils cherchent plutôt à faire une émission un peu feel-good, un peu cocooning le matin, où on retrouve les mêmes visages, où on s'habitue aux gens. C'est presque comme une série télé finalement, ce genre d'émission, où on retrouve tous les matins. Je sais que moi, par exemple, tous les matins dans mon boulot, j'écoute la matinale d'RTL. Et Philippe Cavrevière, Jimmy Mohamed, Yves Calvi, Amandine Bégaud, c'est des gens, j'ai l'impression, qui m'accompagnent tous les matins, vu que je prends le boulot tous les jours à la même heure. Et du coup, c'est presque cocooning de les retrouver tous les jours, et de suivre un peu, etc. Et je pense que c'est un peu l'idée aussi. C'est d'être dans quelque chose de... Et je pense que c'est les fans de TPMP ou de Quotidien qui retrouvent ça aussi les soirs sur C8 ou sur TMC, mais de se retrouver dans une sorte de... presque faire un peu partie de la famille de l'autre côté de l'écran et se sentir vraiment impliqué. Mais pour l'instant, on en sait très peu. Et puis évidemment, on vous en parlera quand on en saura plus. C'est complètement. On repart de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, puisque DreamWorks a annoncé le licenciement de 70 personnes. Malheureusement, c'est dû au petit succès de Ruby Lado Kraken, qui n'a pas malheureusement suffisamment fonctionné, même si le chapeauté a très très bien fonctionné, puisque 481 millions de dollars au box-office, ce qui est très très bon. Malheureusement, ça se sentait déjà, il y avait quelques mouvements du côté de chez DreamWorks, et donc là, 70 personnes ont été remerciées, et des postes ont également été supprimés, c'est-à-dire que des fonctionnalités qu'il n'y aura plus chez DreamWorks, que du côté de télévision et technologie par exemple, où ils vont supprimer carrément des postes pour pouvoir se remettre un petit peu à flot, en attendant les prochaines productions qui arriveront très bientôt. Il me semble qu'il y a un nouveau Kung Fu Panda qui a été annoncé, et puis ils ont toujours cette série Dragon qui est en développement. Oui, et puis sans doute peut-être un Shrek 5 qui a l'air d'être un peu teasé par le chapeauté 2. Bien sûr. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que... Alors moi j'ai pas vu Ruby Lado Kraken et j'ai fait partie de ceux adoré et je sais. Et je suis pas allé le voir cet été. Et c'est vrai que c'est dommage parce que le Chapeauté 2 a été un carton, et surtout un carton critique. J'ai encore un ami là qui il y a quelques jours m'a dit, je l'ai regardé sur MyCanal, comme moi il avait pas vu le 1, mais comme il y avait eu un good buzz on va dire autour du film, et il m'a dit je me suis pris une calotte monumentale. Moi je l'ai vu au cinéma le 14 février en amoureux le matin, et c'est marrant parce que le soir on est allé voir La La Land qui repassait, donc c'était quand même plus romantique, mais moi c'est le Chapeauté qui m'a mis la calotte de la Saint-Valentin, et je pleurais ma race à la fin du film, et j'ai pas vu le 1, et j'ai pas d'atome crochu. DreamWorks c'est marrant parce qu'il y avait un moment c'était un peu la guerre Disney-DreamWorks, mais c'est vrai que moi j'étais plutôt côté Disney, et j'ai pas tellement suivi tout ça, j'ai découvert sur le tas, j'avais pas d'atome crochu spécialement avec DreamWorks, mais j'ai revu là notamment récemment Les Dragons, et c'est vrai que c'est quand même super chouette, et visuellement, et sur le propos, c'est quand même pas mal du tout. C'est vrai que Shrek c'est rigolo, etc. Mais quand même, je deviens un amoureux de DreamWorks sur le tard,
Et je pense par exemple aux 5 légendes, pour moi il y a un chef-d'œuvre, Extraordinaire, j'adore. extraordinaire. Ça c'est On attend une suite depuis des années. ouais, bah oui, c'est clair. Alors déjà qu'il y a 2 légendes sur Critflix, Oui, c'est vrai. ça, David et David, n'oubliez pas, on peut faire Il y a déjà 2 personnages de plus. voilà 2 Dans personnes, les 7 les légendes. 7 légendes exactement. Mais ouais, ça fait un peu de peine parce que bah c'est toujours pareil, la prime elle est pas toujours à l'innovation, parce que bah, Ruby Lado Kraken c'était sans doute génial, mais il y a plein de gens qui sont pas allés le voir, et mea culpa j'en fais partie, et c'est toujours plus facile de faire des suites quoi. Enfin, pas toujours, parce que si on prend le gros flop de Pixar ces dernières années, c'est quand même Buzz l'éclair, Ouais. alors que tout le monde voyait ça comme un spin-off incroyable. Il faut, je pense, voilà, que les gens osent aller au cinéma, voir des choses auxquelles ils ne s'attendent pas. Ça a fonctionné Et- cet été, on en reparle. Barbie, Ouais. Oppenheimer, les gens Ouais, ont tenté. ouais. Il y a une volonté Ouais, quand il y a même. une volonté, mais c'est vrai qu'il suffit qu'un film, on n'en parle pas, ou peu, ou moins. Et en fait, c'est ça qui est dommage, parce que je trouve que parfois, les distributeurs et les productions, en particulier aux États-Unis, se tirent une balle dans le pied. On va prendre l'exemple, je reviens toujours à ce film, hein, je vous en parlais chaque semaine, de Shazam 2, mais on a quand même demandé à Zachary Levi d'y aller mollo sur la promo, parce que tout devait être tourné vers The Flash. Les gars, vous avez fait 2 films, Assumé. laissez-lui sa chance. Laissez les acteurs aller faire de la promo. Et d'ailleurs, Zachary Levi, ça l'a gonflé. Il a mis 2 fois plus de pubs sur ses réseaux sociaux à lui, en disant venez voir Shazam, etc. Puis au final, bah, vu ce qu'a fait Flash en termes d'entrée, c'était pas la peine de sacrifier. Et en fait, là, Ruby, bah, c'est vrai qu'il est sorti au milieu de l'été, dans un été quand même riche et dense, avec notamment Élémentaire en face aussi, hein, on va pas se mentir. Et j'ai pas d'explication pourquoi je suis pas allé le voir, parce que je me suis dit, bon, ouais, ça m'a pas l'air l'affiche, le J'avoue pitch que le m'a film pas... ne donne pas envie. Moi, je suis allé le voir par curiosité parce que j'étais coincé au Ouais. cinéma et je suis rentré dans la salle. Mais Et je suis sûr que j'aurais adoré. Mais Donc, oui, il est vraiment très bien. Mais c'est vrai qu'encore une fois, il y a un problème de marketing aussi. C'est comme Pixar. Je veux dire, le dernier Élémentaire, je l'ai vu 2 fois. La première fois, je l'ai pas trouvé sensationnel. La deuxième fois, je l'ai trouvé extraordinaire. Et malheureusement, les gens ne sont pas allés le voir parce qu'ils se sont dit, oh, encore un Pixar, quoi. Ouais. Ça parle encore de la même chose. Ça ressemble à Zootopie, ça ressemble ça, à vice on m'a versa. dit beaucoup, ça ressemble à vice versa. Alors, en Et fait, au final, ça- pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que on a tendance à coller cette étiquette sur Pixar de bon, de toute façon, ils font toujours pareil, parce que c'est vrai que quand Soul est sorti, les premiers films sur Disney+, qui Ouais. ne sont pas sortis au cinéma, on s'est dit, bah, c'est vrai que de toute façon, Pixar est un peu en retrait, ça valait peut-être pas le coup de le voir au Cinoche, et du coup, les gens n'ont pas laissé sa chance à Élémentaire, comme ils n'ont pas laissé sa chance à Ruby, après le chapeauter, justement. Et c'est incroyable ce que tu dis, parce que Pixar, quand on y repense, mais ne serait-ce qu'encore il y a 5-6 ans, Pixar, c'était censé être le summum de tout ce qui est possible. Quand sortait un Pixar, on était sûr de se prendre une claque. Et moi, depuis vice-versa, en fait, je me rends compte que les suivants, ça commençait déjà un petit peu à... le voyage d'Arlo, j'ai trouvé ça vraiment assez moyen. Après, c'est dur à dire. Les Indestructibles 2 et Cars 3, c'était très cool, mais c'était des suites. Et après, c'est vrai que maintenant, Pixar, c'est fou. C'est que quand un nouveau Pixar sort, les gens se disent, bon, c'est un Pixar. Alors qu'il y a encore 5 ans, c'était tout le monde avait des étoiles dans les yeux, quoi. C'est ça. Donc, comme quoi, le vent tourne vite. Ouais, faut se méfier. Et... ouais. Faut innover en permanence, parfois ça ratera, mais je pense Ouais, qu'il faut être ouais. dans l'innovation et puis essayer de garder le cap le temps qu'on peut. Et si Ouais, ça il faut marche souhaiter pas, à DreamWorks de se relever, parce que c'est vrai que je trouve quand même le monde du cinéma d'animation, c'est un monde qui est très concurrentiel, mais du coup, ça le tire un peu vers le haut. Faut quand même pas oublier qu'il y a quelques années, Universal et Illumination, c'était pas grand chose. Hein. c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est devenu le mastodonte. Et C'est la vrai. preuve avec Super Mario, c'est qu'ils font des films vraiment de plus en plus quali, des films que les gens apprécient énormément de voir et qui ont énormément de succès. On a donc DreamWorks, on a Disney, on a aussi Sony qui essaye de se tirer la part du lion avec des films très différents à la Spider-Man, Hôtel Transylvanie, Hôtel Transylvanie, Tempête de boulettes géantes. voilà, etc. Et puis Paramount avec ses Ninja Turtles. Je trouve ça vraiment génial qu'on ait il y a Warner aussi, on les a pas cités, mais Warner Crypto. qui est avec Crypto, avec qu'est-ce qu'ils ont sorti récemment, les Warner en animation. Bref, il y a quand même des... Warner, c'est plus du côté physique Blu-ray. Tu disais, on avait tous les DC en Ouais, animation, il n'y a pas mais, trop de ciné, mais ouais. Mais ouais, c'est ça, et je me dis, en fait, ce serait vraiment bien qu'on arrive un peu à s'extirper de tout ça et à se dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et... Mais après, on vit aussi une révolution dans l'animation. On l'a vu, par exemple, avec donc Spider-Man, comme tu me disais, les Tortues Ninja, même le Chapeauté, qui reprend un design complètement différent. Ouais. Même Disney avec Wish. Je sais pas si vous Ouais, avez vu le ouais, trailer de Wish, mais le design est complètement différent, avec ce côté un peu cel shading jeu vidéo et le côté très pastel du dessin animé. C'est très particulier de voir Disney changer complètement de main comme ça graphiquement, alors qu'ils ont été toujours habitués à faire des
personnages très ronds, très luisant avec une 3D assez classique. Ouais. Finalement, il n'y a que Illumination qui reste à peu près dans les mêmes tons. On voit Migration qui sort là début décembre. C'est quand même un design qui est très proche de celui de Moi Moche et Méchant ou du Lorax. Donc à voir si eux aussi ne feront pas leur révolution l'année prochaine ou dans 2 ans quand ils sortiront leur nouveau film. Mais je pense que les gens en ont marre de voir toujours les mêmes visages, de voir toujours les mêmes pattes graphiques. Et donc là, il fallait créer cette révolution au niveau du type de dessin. Et je pense que chaque studio va peut-être trouver sa voie. Comme on regarde un Ghibli parce qu'on veut voir les dessins de Miyazaki un petit peu, et je pense que tout ça va arriver au fur et à mesure, ils vont comprendre qu'il y a des choses à changer, et puis ça arrivera tout doucement. J'étais en train de regarder du coup Warner, parce que je savais qu'il y avait d'autres choses récemment, c'était les Happy Feet Warner Bien par sûr. exemple, Yeti et compagnie, La Grande Aventure Lego. Oui, c'est vrai que La Grande Aventure Lego c'était quelque chose. Voilà, ouais, il y a Le Royaume de Gaoul, qui est un film que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai qu'ils font appel à des gros Sigourney réalisateurs et compagnie. en plus. Et donc en fait, c'est quand même des choses qui sont chouettes quoi. Donc vive le cinéma d'animation, et il faut que ça continue de marcher. Puis alors on parle même pas de Miyazaki, parce que là on parle du cinéma d'animation américain C'est pour ça. le coup, franco-américain, même avec Illumination, Cocorico quand même. Complètement. Faut pas oublier les racines françaises de cette superbe boîte. Et on vous conseille d'ailleurs, même si on n'a pas vu Le Garçon et le Héron, qui sort le 1er novembre, le prochain Hayao Miyazaki, et normalement ça doit être le dernier, mais monsieur n'a pas envie de partir à la retraite. Je pense pas. Mais Non, bon, toujours pas là. comme quoi monsieur Macron avait raison. Non, je plaisante. On coupera au montage. Certainement pas, on avait dit qu'on coupait plus. C'est vrai. Et ben écoute, on a fini une demi-heure de news quand même, on est en forme. Et Mais de recommandations. Et de recommandations, c'est vrai. Et ben écoute, on va tout de suite passer à notre sujet principal et on va parler uniquement de télévision. Alors mon cher David, la télévision cet été, comment ça s'est passé ? Eh ben ça s'est passé bien, ça s'est passé pas bien, ça s'est passé moyen, ça s'est passé comme à la télé. J'ai suivi ça de mi-près, c'est-à-dire par moments de très près, par moments de très loin, parce que c'est l'été, il faut aussi se reposer et passer un peu à autre chose. Mais c'est vrai que souvent on a tendance à dire, bon de toute façon l'été, il n'y a rien à la télé. Ça c'est un peu une constante. C'est vrai. Et c'est un peu vrai, et en même temps c'est un peu faux. Alors on va citer le journal Ouest France qui dit, c'est une constante dans le microcosme télévisuel. L'été constitue une période plus creuse que le reste de l'année en termes d'audience. Une désaffection qui s'explique en grande partie par les départs en vacances, une météo souvent favorable qui donne pas forcément envie de se poser devant un écran. Ça, on vous l'a dit 100 fois, on vous a expliqué que forcément, on peut estimer, alors en prime time, à entre 1 et 3 millions de téléspectateurs en moins devant leur télé. J'imagine que vous aussi, cet été, vous avez fait des barbecues, vous êtes allé à la plage, vous êtes allé vous promener, vous avez fait des balades, des jeux de société, des soirées entre amis, et que là, avec l'arrivée de l'automne, bien que pour l'instant on a un été indien qui traîne un petit peu, et surtout dans une quinzaine de jours le changement d'heure, vous allez vous poser plus devant vos écrans, et donc devant Netflix, devant TikTok ou devant TF1 et autres. Mais c'est vrai aussi que c'est quelque part un peu voulu. Et c'est ce que dit Julien Rosanvallon, qui est le directeur internet et télévision chez Médiamétrie. Je trouvais ça très intéressant ce qu'il explique. C'est vrai qu'il pourrait y avoir, à la limite, vu les cartons d'audience, pourquoi ne pas continuer Touche pas mon poste ou Quotidien pendant l'été par exemple, ou d'autres émissions un peu phares. Mais l'idée en fait c'est de créer le manque. Et ça c'est aussi assez intéressant. C'est-à-dire que c'est créer une sorte de parenthèse pendant les congés pour susciter l'envie que ça revienne. On parlait de Disney, des Blu-ray, il y a un moment ils faisaient ça avec les DVD et les Blu-ray. On appelait ça chez Disney en interne le coffre. C'est-à-dire qu'ils mettaient un film dans le coffre. En jachère quoi. Ouais. Alors je vais vous donner l'exemple qui me vient tout de suite, c'est La Belle au bois dormant. Il est sorti en Blu-ray, je pense, au moment où les premiers Blu-ray ont commencé d'arriver avec la PS3, vers les années 2006, 7, 5, 6, 7. Il sort en Blu-ray, et hop, ils le retirent de la vente tout de suite, un an après. Et ils le mettent dans le coffre. Et pendant 10 ans, on ne peut pas voir La Belle au bois dormant. On ne peut pas l'acheter en magasin. Il est dans le coffre. C'est-à-dire, il est retiré de la vente. C'est fou. Et alors là, il y a une spéculation de malade, parce que les gens forcément. les revendent. Et moi, je me souviens, j'étais fou parce que je l'ai trouvé dans une brocante, quelqu'un qui le revendait à 3 €, alors que à l'époque, feu Price Minister, il était à 90 €. Et 10 ans après, hop, il sortait du coffre. Et donc là, les gens, ça se vendait comme des petits pains. Les gens se ruaient sur le Blu-ray parce qu'enfin ils allaient pouvoir le voir. Et en même temps qu'ils ont sorti La Belle au bois dormant du coffre, hop, ils ont mis Blanche-Neige. Et c'était reparti. Alors, c'était des coffres de 3, 4, 5, jusqu'à 10 ans pour susciter le manque et créer cet appétit d'avoir le Blu-ray. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Ils ont arrêté depuis qu'il y a Disney+. Ouais. Mais
C'était une stratégie de manque, et c'est ce que fait la télé Bien l'été. sûr. En enlevant certains de ses programmes phares, il crée le manque. Mais au final, on a eu des sacrées surprises cet été. M6 qui a quand même essayé de faire de l'inédit, Ouais. avec des programmes estivaux, on en a parlé un peu la semaine dernière, qui sont plutôt cassés la figure. Et puis, il y a eu des audiences incroyables, et notamment en cinéma, on y reviendra en fin de chronique, mais vous savez qu'on suit les fameux duels du dimanche soir depuis début janvier. On a arrêté de les suivre pendant l'été, et c'est bien dommage, puisque le record est tombé pendant l'été. Ah oui. Jusqu'à présent, souvenez-vous, 1er janvier, c'était L'Appel de la Forêt, Appel de la forêt. qui fait 5 millions le jour du 1er janvier, battu par alibi.com de quelques centaines de milliers, à peine de quelques dizaines de milliers de téléspectateurs en février, juste avant la sortie d'alibi.com 2 d'ailleurs. Et en fait, le record, il est tombé en plein été, en pleine période estivale, et on se dit que ce film-là, s'il avait passé en novembre ou décembre, d'ailleurs TF1 l'avait mis l'été en n'y croyant pas des masses, ils auraient peut-être fait les 7-8 millions sur du cinéma. Donc voilà, c'est assez intéressant. Finalement, en fait, de par cette période de manque, il y a des nouvelles choses qui sont créées et qui font qu'on retrouve des films ou des séries ou des programmes auxquels qu'on n'a pas l'habitude de voir le reste de l'année, et du coup ça devient aussi très intéressant. Ouais, complètement. Donc ça, c'est une belle introduction, mon cher David. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail. Et je vais commencer en reparlant, finalement, comme je l'ai fait la semaine dernière, un peu plus en détail des flops des émissions de l'été. Donc comme tu disais, alors il y a une prise de risque. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un terrain de jeu. On a un gros terrain de jeu pour les chaînes qui jamais ils vont faire ça en janvier ou en décembre. Et je suis sûr que dans ta mémoire infaillible, il y a sûrement une émission qui a été présentée une première année en été. Ils se sont rendus compte que c'était un carton. Et puis finalement, ils l'ont changé de date en se disant, finalement, on t'en met après la rentrée. Rappelons que Koh-Lanta, c'est un programme estival de base. Les voilà. premières saisons de Koh-Lanta, c'était en juillet-août, par exemple. On a plein d'exemples comme ça, d'émissions qui sont tentées l'été, et puis après, qu'on va remettre après par la suite. Pour info, je crois que je l'ai jamais dit sur Critflix, mais c'est intéressant, parce que les chaînes télé, bien sûr, c'est les recettes publicitaires qui les attirent le plus, et la plus grosse période, on pourrait croire que c'est Noël, mais en fait c'est avant. La période où les chaînes ont le plus de recettes, parce que les gens font pour beaucoup leurs achats de Noël parfois assez tôt, et on va dire que c'est la période des vacances de la Toussaint jusqu'au 10-12 décembre. Donc ça approche, c'est dans 2-3 semaines. Même les gens sont en demande finalement, ils sont en demande d'idées. Ouais, c'est ça, ils sont en demande d'idées exactement, et c'est là que les tarifs s'envolent. Avoir en prime time sur TF1 par exemple un dimanche pendant le film, une pub là au moment des vacances de la Toussaint et après, c'est beaucoup plus cher qu'en plein juillet-août. Et du coup, pour que ce soit plus cher, TF1 il doit pâter le chaland et mettre aussi des films, mettre des programmes qui vont attirer les gens. Donc jusqu'à présent, on débriefe la télé depuis début janvier, donc on n'a pas encore vécu cette période ensemble sur Critflix, et donc je suis assez enthousiaste de vous en parler. Les programmes des vacances de la Toussaint télé sont tombés, je t'en ai envoyé un petit peu tout à l'heure, ça part dans tous les sens. Il y a tout et n'importe quoi, à des horaires complètement fous, et on en parlera peut-être notamment d'un partenariat entre Prime et TF1, avec des films Prime qui vont débarquer en Prime sur TF1, et c'est hyper intéressant, il y a 1000 choses à dire, mais pour l'instant, effectivement, on va parler de ces innovations de l'été qui ont un peu moins marché. Bah oui, comme par exemple la photo parfaite qui a voulu être tentée, donc c'était des stars qui devaient créer des photos, ils étaient accompagnés de photographes pour essayer de faire la plus belle photo possible. Malheureusement, à peine 600 000 téléspectateurs par émission, c'était quand même pas énorme quoi. Jamais quand on a fait des bilans d'audience. Surtout présenté par Rottenberg, je veux dire, c'est quand même une figure d'M6. Et jamais en pleine année, vous vous rendez compte, 600 000 téléspectateurs en prime pour M6, c'est de l'ordre de la 4, 5, 6e chaîne de la TNT quoi. C'est vraiment, on s'envoyait les audiences pendant l'été, je t'envoyais ça, on voyait M6, alors bien sûr devant TF1, France 2 et France 3, mais souvent derrière W9, c'est quand même rare que la petite sœur soit devant la grande, derrière TMC, parfois derrière TFX, Gulli qui est quand même de la même famille qui parfois venait presque taper M6, là il y avait quand même du mal de fait. On avait aussi La Route des Coffres, aussi présentée par Rottenberg, 350 000 téléspectateurs, même 313 000 téléspectateurs par moment. C'est quand même fou parce qu'ils ont été au point de remettre tous en cuisine avec Cyril Lignac, quoi. Donc c'est dommage parce que cette émission avait un super concept. Ouais, c'était vraiment un mélange de Pékin Express, de la carte au trésor. Peut-être un problème de créneau aussi. Parce que, alors ils ont voulu tenter ça en access, ce qui est pas bête parce que finalement les autres chaînes ont laissé un vide. Il n'y avait pas TPMP, il n'y avait pas Quotidien. Mais est-ce que tu as envie d'être devant ta télé en access prime time Ouais, pas forcément à 19h, c'est vrai. Et du coup, oui, quand on dit 300 000, c'est en access. Alors, ce qui est fou, c'est qu'ils ont quand même tous en cuisine. Le principe, c'est de la cuisine en direct avec Cyril Lignac. Ils l'ont appelé, il était en vacances. Et ils lui ont dit, il faut
écourter Sauver tes le truc, vacances. quoi. J'ose Sauver même les pas vacances. imaginer le chèque qu'ils lui ont fait, Ah bah oui. à mon avis, Ah bah pour oui, qu'ils oui. reviennent à ce moment-là. Mais c'est fou Mais ce concept on pourrait en revenir à Tous en cuisine, mais ce concept qui date du Covid, du ouais, coup, ouais, où il filmait des stars Ouais. avec lui, Ouais. avec des portables. Enfin, on n'a jamais vu ça sur une Ouais. chaîne de télévision. Ouais. Et ça qualité, cartonnait. la qualité était immonde, il y avait des décalages dans les voix, dans les vidéos, c'était dégueulasse, et les gens regardaient, quoi. Je me souviens d'une amie elle m'a dit que ça a été sa bouée de sauvetage pendant le Mais confinement. complètement. C'est-à-dire que le lundi, sur Facebook, Il y avait une bonne humeur dans cette Cyril émission. Lignac mettait sur Facebook le lundi tous les ingrédients de la semaine. Ah, et tu pouvais préparer Et en du coup, avance. comme on pouvait pas faire 50 000 fois ses courses Mais dans la oui. semaine, mon amie, elle allait tous les lundis. Elle prenait tout ce que demandait Cyril Lignac et elle le faisait. Oh, c'est génial. Et le soir, avec son C'est mari, top. il se régalait des petits plats que Cyril oui. Lignac avait fait. Et elle me dit, moi, Tu c'était fais partie du groupe. elle en dit fait. c'était ma parenthèse enchantée, tu C'est faisais ça. partie du truc. En plus, elle commentait un peu sur les réseaux, donc peut-être qu'une fois ou deux, il a dit ah bah tiens, Bourbon-Lancy, Eh bah, voilà, ouais. nanana. Et en fait, ça a cartonné. Faut rappeler que TF1 en face, alors là on digresse un peu, hein, mais TF1 en face avait mis pendant le Covid un 7 à 8 spécial Covid, c'est-à-dire Oh là là. où ils étaient dans les hôpitaux Ah, en c'est direct glauque. et il y avait Ouais. Moi j'ai regardé une fois où on voyait vraiment, mais c'était plus que glauque, hein, c'était vraiment une dame où on lui disait bah, on va débrancher votre mari quoi. C'était vraiment, il filmait l'arrivée des médecins qui disaient bah voilà le Covid est en train de le tuer. Terrible. Et alors bah, c'est bizarre, c'est pas marché du tout. Bah, tiens. Les gens et après ils ont mis Qui veut gagner des millions à la maison avec Camille Combal qui faisait Qui veut gagner des millions avec des stars. Et d'ailleurs c'était marrant parce que c'était Jean-Pierre Foucault, un des premiers à avoir joué et il a été super fort. Non, super. Et ben là ça marchait. Eh ben, Après ils ont mis un bêtisier, etc. Donc. Mais quand tu disais tout à l'heure qu'il y a des émissions l'été qui se sont déplacées, moi je trouve qu'un des meilleurs exemples c'est l'été 2014. France 2 va proposer depuis 2012, 13, 14, je n'ai plus la date exacte du début, mais va proposer N'oubliez pas les paroles en Access Prime Time, face à TF1 qui à l'époque passait Money Drop. Et ça marche pas des masses. Et alors ça commence, il le passe pas du tout l'été. Hein. Je vous parle là de Access Prime Time classique, tel qu'il est aujourd'hui, N'oubliez pas les paroles. Et ça marche pas des masses. Money Drop les bat tous les soirs. Et chez France 2, on hésite à déprogrammer l'émission. Ça peut paraître fou parce qu'aujourd'hui, c'est un carton d'audience immense. On pourrait pas imaginer la télé sans ça, quoi. Et l'idée de génie de France 2, c'est, on va faire un truc, on va pas partir en vacances, nous. On va en proposer tout l'été en juillet-août. Et en fait, ça a explosé les Les audiences. gens ont accroché. Parce que les gens avaient plus leur programme de TF1, ils avaient plus les programmes des autres chaînes qui suivaient d'habitude, et là ils ont dit bah tiens, ça continue. Et en fait, c'était un programme génial pendant l'été, et les gens se sont mis à regarder N'oubliez pas les paroles, et c'est là qu'ils sont partis de 1 million, 1,5 million de téléspectateurs, ils ont passé les 3 l'été, et après, la success story de N'oubliez pas les paroles, et ça Nagui l'expliquait encore l'autre fois, c'est l'été 2014. Le fait qu'il soit resté à l'antenne au moment où tout le monde est parti, ça a permis à plein de gens qui regardaient pas l'émission de se mettre dessus, et je me suis rendu compte que, sans le savoir à l'époque, j'ai fait pareil. Ah oui, On est parti en vacances avec mes parents, il faisait super mauvais souvent en fin de journée, on zappait et on voyait ça, et je sais pas, dans notre petit chalet de montagne, on avait le karaoké, c'était feel good, et ça a cartonné. Donc comme quoi l'été, voilà, ça peut être un moment charnière. Ouais. Et comme tu es parti en vacances, il y a eu aussi les coups de foudre du bout du monde sur M6, une tentative de dating où les personnes un petit peu comme L'amour est dans le pré, mais en version aubergiste, puisque c'était des Français qui étaient partis, s'étaient exportés dans d'autres pays pour ouvrir des auberges et qui se sentaient un peu seuls. Ils avaient donc ouvert au public, on lançait un appel et du coup des gens sont partis là-bas pour rencontrer des gens, peut-être trouver l'amour dans des auberges à l'autre bout du monde. Et apparemment, ça a peiné quand même 700 000 téléspectateurs, c'est nul. Par rapport au reste qu'on vient de donner, finalement, c'est pas si mal. C'est comme la photo parfaite. Hein. C'est vrai, la photo parfaite, c'est 677 000. Les coffres, c'était 313 000. Quand on voit les chiffres de L'amour est dans le pré, par exemple, ils espéraient peut-être la moitié, quoi. Et mais c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Et on est là face à un énorme paradoxe, c'est L'amour est dans le pré, ça cartonne. Et les autres chaînes et M6 essayent de dire, le dating, du coup, ça cartonne. On peut peut-être essayer de faire ça avec autre chose que des agriculteurs. Bah non. Et on y reviendra tout de suite après, mais Mon père, ma mère, L'amour et moi, le jeudi sur TF1, qui fait 2 millions pour la première et après qui termine à 1,4 million pour TF1. 1,4 million, c'est vraiment en dessous de tout, hein. Ils font pratiquement jamais ça en prime. C'était du prime time, ça ? Ouais, c'était du prime time. Le soir, présenté par Hélène Manarino le jeudi. Oh la vache. Et j'ai pas regardé. Alors j'ai regardé Coup de foudre au bout du monde une fois, et c'était ça faisait un peu comme L'amour est dans le pré. Moi, L'amour est dans le pré, je suis pas très client, mais ça me déplaît pas. J'ai regardé une année, mais enfin,
C'est vraiment incroyable, ça a été déprogrammé à une vitesse. Mais alors M6, en fait je pense que pendant l'été, je sais pas où était Nicolas de Taverneau, le patron d'M6, mais les directeurs des antennes, ils devaient être au taquet, ils ont pas dû passer des très bonnes vacances. La goutte tout le temps, ils ont passé leur temps à déprogrammer des trucs pour en reprogrammer d'autres. Et au final, L'amour est dans le pré, qui de base était une émission qui d'habitude commençait en septembre pour aller jusqu'à Noël, là ils l'ont commencé mi-août. L'amour est dans le pré, qui de base est une émission justement de l'été, tu vois, j'y pensais pas, mais L'amour est dans le pré, les premières saisons c'est juillet-août, hein. Voilà. C'est un petit programme d'été, et aujourd'hui c'est un programme d'automne et de Noël, bah ouais, parce que c'est le programme phare d'M6. Ouais. C'est fou. Hein. Bah écoute, on est passé par M6, on est passé par TF1, on fera un petit tour par France 2, qui a dû annuler une fiction. C'est quand même fou, parce que d'habitude, France 2, ils décollent avec les fictions, c'est toujours eux les premiers, et là, ils sont obligés de l'annuler, parce qu'il y a à peine 1,61 million de téléspectateurs sur une coproduction franco-italienne. Alors, est-ce que la qualité, est-ce que finalement, les gens n'ont pas apprécié le fait de voir une série en plein été? On sait pas trop. D'habitude, ça marche plutôt bien les séries de l'été. Il faut rappeler quand même que c'est on va dire l'aboutissement des fameuses sagas de l'été dans les années 90, les Terra Indigo, Zodiac, Dolmen. Et non, il y a des séries qui marchent très fort l'été, séries américaines. Rappelons que Lost, par exemple, sur TF1, c'est l'été. C'était l'été. Alors il y avait eu Heroes aussi qui n'avait pas marché du tout par contre. La première saison, oui, mais le reste avait été décalé en deuxième partie. Et là, du coup, pour Les Rescapés de l'Ariana, c'est vrai que, moi, j'ai pas vu, je peux pas juger, moi non plus. Mais ça a été déplacé en deuxième partie de soirée, ce qui est jamais bon signe, hein, mais au moins, ça a pas été mis sur France.tv, parce que, comme M6, qui souvent, quand ces fictions marchent pas, allez les voir sur 6play. Alors évidemment, nous, si on va aller sur 6play, il n'y a pas de souci, mais allez dire à quelqu'un de 75-80 ans, qui est pas très à l'aise avec l'outil internet, d'aller voir sur 6play la fin de sa série. Les box commencent de plus en plus à mettre en avant les systèmes de replay, mais ça n'empêche pas que les gens ne sont pas habitués à aller fouiller dans les menus. D'habitude, tu appuies sur tes 6 premières chaînes. Comme on disait, l'appel de la chaîne, l'appel du bouton. Et c'est vrai que si tu dois commencer à fouiller dans ta télé pour essayer de trouver un programme, ça devient quand même vachement plus compliqué, puis tu perds du temps. Donc je pense que les gens s'énervent assez vite. Mais les gens commencent d'y venir. Là, je vois dans notre ville, on a la fibre qui vient d'arriver, et j'ai des gens de ma famille qui ont passé 65 ans, et qui ont pris la télé d'Orange, parce qu'ils m'ont dit, en fait, nous, il y a trop de programmes qu'on veut voir qui passent trop tard. Alors tout le monde dit, vous êtes retraité, vous avez le temps, mais il dit en fait, passer 60 ans aussi, le soir, tu veilles pas jusqu'à 2h du matin à regarder la télé. Et du coup, il m'a dit, voilà, j'ai pris ça pour le replay. Et je commence à m'y faire, donc je pense qu'il y en a de plus en plus qui viennent, mais les générations de 60-65 ans, faut pas oublier, c'est une lapalissade, hein, mais qui a 15 ans, ils avaient 50 ans, c'est des gens qui ont quand même connu les ordinateurs, Internet, alors que la génération du dessus, ce qu'on appelle un peu le quatrième âge, 80 ans, à l'arrivée d'Internet et des ordis à 20 ans, ils en avaient déjà 60, 65, ils étaient, donc c'est pas la même chose d'arriver avec les ordis à 45 qu'à 65, et aujourd'hui, il y a un peu ce trou-là qui fait que, eh bien finalement, certains programmes, c'est bête à dire, hein, mais ceux qui sont regardés par les gens les plus âgés, les chiffres et les lettres, questions pour un champion, etc., forcément c'est ceux qui peinent le plus en replay. Alors ils sont dispo, mais il y a très peu de gens qui vont aller les regarder. Forcément. Alors il y a eu des échecs, mais il y a eu aussi du succès, finalement avec des trucs assez basiques, hein. Quand on regarde TF1, The Voice Kids, Ninja Warriors, ça a fonctionné parce que... Ouais, et ça a fonctionné moins, les deux programmes sont assez symptomatiques, The Voice Kids le mardi et Ninja Warriors le vendredi. Les deux saisons précédentes, pour The Voice Kids, je crois que c'était à la rentrée dernière, si je dis pas de bêtises, septembre 2022, et Ninja Warriors, c'était au moment des fêtes, n'avait pas marché très fort. Et en fait, du coup, TF1 a décalé ces grandes marques-là l'été. Ah, mais je me souviens, on en avait parlé, parce que là, il va y avoir plein de choses. La Starac, qui l'année dernière avait fait que 6 semaines, là, ils vont dépasser Noël. C'est-à-dire que là, ils vont passer les fêtes de fin d'année à la Starac. Et du coup, c'est vrai que pour les candidats, c'est pas forcément fun de ne pas être avec la famille, mais TF1 mise vachement là-dessus. La première Starac, moi je m'en souviens, en 2002. C'était ça. Tous les téléspectateurs vont leur fêter Noël avec les gens de la Starac. Je pense que c'est pas bête du tout. Danse avec les stars, il n'y a pas eu de saison l'année dernière, là ça revient en janvier, ça bouchonne parce que Coupe du Monde de rugby. Faut pas oublier que la Coupe du Monde de foot ça dure un mois, la Coupe du Monde de rugby c'est presque 8 septembre, 28 octobre. Donc ça a complètement chamboulé les prime time de TF1. Tous des matchs sur M6 et sur alors M6 diffusait les matchs plutôt en journée et France 2 l'après-midi, le week-end, et TF1 c'était les primes. Donc en fait ça a pris presque tout leur vendredi, samedi, dimanche pendant presque 2 mois. Là avec Hitman et Bodyguard 2 dimanche, c'était le premier film un dimanche soir sur TF1 depuis Belle Lurette. Donc ça a décalé plein de choses, et du coup ils se sont dit on va tester l'été, et en fait ça a marché. Je pense que The Voice Kids et Ninja Warrior c'est peut-être des programmes d'été, des trucs que les gens regardent en vacances dans le bungalow, à la plage dans le mobil-home ou autre. C'est assez sympa parce que Ninja Warriors déjà c'était un programme estival de base, et c'est le principe. Je me vois mal regarder Ninja Warriors à un autre moment que l'été.
Pour moi, c'est mon Ouais. comment on appelle ça, c'était quoi cette émission avec les vaches là? C'est Interville, Interville, ouais. c'était mon Interville, ouais. quoi. Interville, le jeu sans frontières que j'aimais C'est ça, beaucoup à l'époque. Ninja Warrior, ça a commencé l'été. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu... J'aime beaucoup Ninja Warriors, mais je prends jamais le temps de regarder. Donc, Ouais, je suis pareil. Mais quand j'ai essayé d'y jeter un œil cet hiver, surtout que c'était vraiment... Ils ont commencé à Noël. Et bah, ça me faisait bizarre de les voir en maillot de bain à Cannes, en plein soleil. Il y a toujours ce décalage. C'est vrai. Quand on est l'été, ça me fait toujours bizarre de me revoir en photo, moi l'été, avec mon gros blouson et mon bonnet. C'est vrai. Et vice versa, quand je suis l'hiver, que je me vois en short, je me dis oula. Et bah en fait là, ça faisait un peu ça. Je comprenais pas trop, ça faisait bizarre. Ouais. À Noël, on a envie de regarder des gens qui ont froid. Qui boivent Oui, des voilà, chocolats ouais. chauds dans un bar à New York, quoi. Ouais, voilà, donc C'est finalement, c'était peut-être plutôt une bonne idée. Bah, c'est vrai. France 3 qui, comme d'habitude, joue la carte de l'émail diamant Cyril Ferraud avec la carte au trésor. Ouais, c'est peut-être Cyril Ferraud, il est partout. mais c'est peut-être l'animateur le plus bankable de la télé en ce Il est moment. tellement apprécié de des âges qui regardent ce genre de programme. Et moi, Cyril Ferraud, je l'ai rencontré le 14 décembre dernier quand je suis allé assister à l'enregistrement des grosses têtes chez RTL. Il était l'invité mystère. Alors, je sais pas comment il est dans la vie, mais en tout cas, après l'émission, ça avait l'air d'être un vrai gentil. J'ai pas l'impression qu'il joue à la télé. Il a vraiment cette tête de blondinet qui servait un peu de genre faire idéal, valoir ouais. aux grands présentateurs des années 80 sur France 2, tu sais. Ouais. Je l'aurais bien vu en tant que bras droit de Jacques Martin, par exemple. Ouais, tu vois, c'est vraiment ouais, je vois ce que tu veux dire, le ouais. mec avec les grandes dents blanches, Ouais. blond, tu Ouais. vois, vraiment le gentil garçon, on le voudrait comme Ouais. beau-fils, quoi. Et bah, c'est exactement ça. Et quand je l'ai vu en vrai, et quand je l'ai vu off après l'émission, etc., et pas forcément avec nous, mais avec les gens des grosses têtes, etc., et avec les employés des grosses têtes, j'ai vu des gens aux grosses têtes claquer des doigts pour avoir un coca, machin, et lui, il était adorable avec tout le monde. Et je me dis, je pense que c'est un vrai gentil, et que les gens s'en rendent compte. Ouais. Et c'est vrai que France 2, qui a fait tous ses primes, plein de primes avec lui, ça cartonne. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que TF1 a essayé de le débaucher avec un gros chèque. Le problème, c'est que... Il a pas une tête TF1, je l'aurais pas vu sur TF1, moi, Cyril Ferraud, tu vois. Mais il aurait été assez, je pense, fédérateur, parce que pour le coup, c'est ça. Sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que France 3 lui propose la carte au trésor qui cartonne, lui propose aussi des soirées événements style en direct, style le Festival Interceltique de Lorient, des soirées sur la danse, il fait plein de choses, et puis des grands primes sur France 2, et puis une quotidienne avec Slam, donc il est hyper exposé, mais tout ce qu'il fait marche. Donc forcément, la carte au trésor, moi je trouve que c'était fait pour lui, parce que c'est du patrimoine, c'est de la bonne ambiance, c'est feel good, et ça marche très fort. France 2 qui joue pareil, toujours la même carte. Enfin, moi je suis content que ça fonctionne, Fort Boyard. Ouais, et Fort Boyard, il y avait eu un creux pendant un temps. Et là ça repart, et ça repart fort. Et mon fils veut tout le temps regarder Fort Boyard, c'est fou. Ouais, ils ont redynamisé, en fait, ils ont recréé un lore, ils ont créé des personnages. Il y a une vraie histoire autour du fort maintenant. Je me souviens quand j'étais gamin, c'était des jeux, ça suivait, à la fin il y avait les pièces et puis basta. Là maintenant il y a une histoire, il y a un gardien de la prison qui te fait passer des concours. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses dans Fort Boyard. Ils ont réussi à remettre un peu un dynamisme là-dedans et je trouve ça vraiment très chouette. Alors, je regardais tout le temps quand j'étais petit, et là j'ai arrêté, je regarde plus trop, et c'est rigolo, c'est ma maman qui m'a dit, je regardais avec toi quand j'étais petit, j'ai laissé tomber, et là elle me dit, ça fait 2 ans, j'en loupe pas une, je trouve ça trop bien. T'imagines pas tout ce qu'il y a de nouveau, tout ce qu'ils ont fait autour, et elle dit, moi je me prends vraiment au jeu du fort. Fou, hein. Et c'est vrai que Alexandra Laroche-Joubert, qui était la productrice, qui l'expliquait l'autre jour, elle disait, mais c'est hallucinant de voir l'audience qu'on fait et ce regain d'amour pour ce programme, parce que on le disait un peu tout à l'heure avec les Disney en off, il y a les gens de notre génération qui commencent d'être parents et qui ont grandi avec Fort Boyard. Fort Boyard, ça date de 1990, hein. Enfin la première, ça s'appelait les clés de Fort Boyard sur les premières saisons d'ailleurs, et c'est marrant parce que ça me ferait vraiment de la peine si ça s'arrêtait, mais d'un autre côté je me dis je regarde pas. Mais il y a 2 ans, en 2021, quand je suis parti en vacances à La Rochelle, j'ai fait ce que tout le monde fait. C'est que je suis allé en bateau, voir le fort, alors on peut pas rentrer dedans. Et en plus, j'étais dans une période de tournage, donc c'est assez intéressant. Enfin, faut savoir que Fort Boyard tourne en général de fin mai à début juillet. C'est-à-dire que quand la première émission passe, vous avez le dernier tournage qui se font. Et il faut savoir que c'est fait pour plein de pays. Et c'est fait pour plein de pays, justement. Moi, j'y étais au moment où c'était un autre pays qui tournait. Mais visiblement, le nombre de pays a beaucoup diminué. Il y avait presque 30 pays qui le diffusaient. Il ne doit plus y en avoir que 5 ou 6. Ah oui, d'accord. Mais, je sais pas, quand on a approché du fort avec le bateau, et évidemment, parce que c'est bien fait, ils nous ont balancé dans les enceintes du bateau la musique de Fort Boyard. Mais ça m'a fait des frissons. Et j'avais vraiment le petit garçon que j'étais qui disait, mais
ça y est, j'ai vu Fort Boyard. C'est ça. J'étais trop content de voir le fort, et c'est culte. Et je me suis acheté un bouquin historique qui raconte les secrets de Fort Boyard, parce que rappelons quand même que c'est une prison de base, hein, et une prison qui a plus ou moins servi d'ailleurs. Et c'est un monument stricto sensu. C'est un monument Fort Boyard, et c'est un monument de la télé. Et je suis vraiment très heureux que ça cartonne. Alors il y a eu des échecs, mais il y a eu des réussites aussi sur M6, on va finir là-dessus pour les programmes plus variés. Mais c'est vrai que Les Traîtres, finalement, ça a très bien fonctionné, on en avait parlé déjà dans la dernière émission, ça fait quoi, c'est la deuxième saison, je C'est la crois deuxième saison, avec la particularité cette année d'avoir quand même eu comme candidat Jean Lassalle, qui était bien sûr. candidat à la présidentielle, Ouais. qui a fait beaucoup de buzz Ouais. suite à sa participation. On va être un peu chauvin, mais c'est tourné vers chez nous, dans le beau département de l'Allier. Et ça cartonne, et en fait, là, il se murmure que M6 pourrait bien décider de décaler ça à un autre moment de l'année. Forcément. Et c'est pour ça que l'été, c'est vraiment hyper intéressant, je vous le répète, c'est un laboratoire. La photo de l'année, ou la photo de je sais pas quoi, là, la photo de mon slip. Les photos parfaites. La photo parfaite, De ton Non. slip. ouais, j'étais sûr que t'allais pas couper, t'es vraiment un enfoiré. Mais la photo parfaite, vous la reverrez pas. Les routes des cops, vous les reverrez pas. Mais les traîtres, vous les reverrez. Ouais. Et en fait, c'est pour ça aussi que moi, je regarde, mais je suis comme tout le monde, je regarde beaucoup moins la télé l'été. Mm. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ce laboratoire, c'est super intéressant. Ouais, carrément. Alors des fois, la télé se moque un peu de vous l'été quand même, je dois vous le dire, parce que fin août, j'ai regardé Camille et Images, je suis un très grand fan de Camille Combal, et j'aime beaucoup cette émission, qui en fait, c'est un peu les enfants de la télé, nouvelle Ouais, c'est sauce, ça. mais avec des images internet, et c'est plutôt bien fichu. Mais on m'avait proposé d'aller assister à l'enregistrement de l'émission, et l'émission a dû être enregistrée le 27 juin, je crois. Mais tout le long de l'émission, c'était l'émission bilan de l'été, donc alors, vous êtes allé où en vacances cet été? Ah, moi je suis allé là, ah, mais moi je suis allé là, c'était trop bien. Alors après, Camille Combal a expliqué qu'il n'avait pas dit de bêtises, enfin... Il a dit, ouais, je suis allé là, il a dit où il était vraiment, il est vraiment allé en vacances, sauf qu'il n'y était pas encore allé au moment de l'enregistrement. Ah là là. Mais voilà, parce que c'est enregistré des fois 2 mois avant, donc Ah ouais. attention, ça reste de la télévision. Alors un gros morceau de cet été, c'est surtout le sport. Il y a énormément de sport à la télévision, puis surtout énormément de succès pour le sport à la télévision. En commençant déjà par exemple par tout ce qui va être vélo, on a eu le rugby, on a eu le football féminin, mais voilà, on va détailler un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Eh ben, on va faire ça un petit peu par sport, on va commencer par le Tour de France, c'est le marronnier de l'été, c'est l'incontournable. D'ailleurs, le programme du Tour de France 2024 va être dévoilé très bientôt, le 25 Déjà octobre. Ah oui. Ouais, c'est toujours en octobre. Ok. Pour que les gens puissent s'organiser pour assister aux Bah étapes, oui, forcément. et puis aussi pour que les villes Ah sachent. bah Enfin bon, oui. quand même, voilà, 10 mois de préparation, c'est pas rien. Monsieur le maire, on n'a pas le Tour de France demain déjà qui arrive. Ah Ça- putain. C'est un peu ça, ouais. Alors, apparemment, comme j'ai assisté à une étape, ça a boosté les audiences, m'a-t-on dit chez France 2. Mais bien sûr. Comme j'étais à l'arrivée à Moulins, non, bon, plus sérieusement, le Tour de France, c'est toujours un carton d'audience. Parce que, et d'ailleurs, en fait, c'est vrai que j'oublie toujours de le préciser, mais quand je dis c'est le genre de film qu'on regarde en vacances, qu'on regarde dans le bungalow, machin, malheureusement, beaucoup de gens ne peuvent pas partir en vacances Bien aussi. sûr, on en parle chaque aussi. été. Mm. Et le Tour de France, c'est des vacances pour les gens. Ça parle pour eux, pour beaucoup de gens, et pour moi y compris, le Tour de France, quand j'y pense, je suis toujours heureux, parce que je suis un grand fan de vélo, donc forcément, mais aussi parce que ça m'évoque juillet. On sait que quand il y a le Tour de France, il n'y a pas le boulot, enfin en tout cas pour moi, c'est mes grandes vacances de quand j'étais gosse, c'est symptomatique. Et puis il y a des gens qui ne partent pas en vacances malheureusement, et aller voir le Tour de France, aller voir la caravane sur le bord de la vrai. route, c'est leur jour ou leur week-end de vacances. Complètement. Et c'est hyper populaire, et tenez-vous bien, il y a quand même 42,5 millions de téléspectateurs, 42,5 millions de personnes qui ont regardé au moins 1 minute du Tour de Oh France. la vache, c'est dingue. Alors, au moins 1 minute. Donc, vous allez dire, ouais, ils ont regardé 1 minute, c'est pas grand-chose. Mais en fait, c'est un seuil. C'est-à-dire que si vous zappez, vous restez peut-être 5 secondes, 10 C'est ça. secondes. À partir du moment où vous avez été 1 minute, ça veut dire que vous avez avez, été concentré. vous avez regardé quand même un Ouais, minimum le c'est programme. Et donc, on est à 42,5 millions de téléspectateurs qui ont regardé le Tour de France au moins 1 minute sur France Télévisions. C'est 1 million de plus que l'année dernière. Oh la vache. Et sur Eurosport, rappelons-le, qui était quand même la chaîne du groupe TF1 qui maintenant appartient au groupe Discovery Warner, qui est donc disponible dans le pass Warner et qui co-diffuse avec France Télé le Tour de France. On est à 3,7 millions de téléspectateurs. Ce qui est énorme pour une chaîne, qui est distribuée Bah oui. De façon via, optimiste, le, finalement. Ouais. via le pass Warner sûr. en grande partie. Donc c'est effectivement un record historique. Il faut savoir que parmi les 42 millions de Français qui ont regardé le Tour de France, la moyenne, c'est 5h55 pendant
la durée de la compétition des 3 semaines. Okay. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens qui ont regardé en moyenne 5h55. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Moi, personnellement, je pense que je devais me placer autour de 20 étapes, sachant que j'ai travaillé au début, mais 20 étapes de 4-5 heures. Je pense que je suis plutôt dans l'ordre de 40-50 heures devant le Tour de France, parce que aussi, j'adore ça, et donc voilà. Mais c'est 14 minutes de plus que l'édition précédente. Est-ce qu'on compte les gens qui s'endorment devant ? Bien sûr, oui. et en vrai ça compte un peu là-dessus, mais c'est un peu comme la Formule 1 pour d'autres. Oui. Le Tour de France, y a des fois où les étapes sont pas toutes passionnantes, et puis il y a des fois où il y a des gens qui aiment le vélo, qui aiment pas le vélo. J'ai des gens de ma famille qui regardent uniquement le Tour de France, mais un peu comme il y a des gens qui ne regardent que Roland Garros par exemple, qui vont pas regarder voilà. Et en fait, et j'ai aussi des gens dans mon entourage, et je suis sûr que vous en avez tous si vous nous écoutez, qui regardent les paysages, parce que il y a tout ce côté patrimonial. C'est quand même une émission de télé, au-delà d'une compétition sportive, qui pendant 3 semaines en direct filme tous les monuments de France au drone, à l'hélicoptère, sous des plans inédits en direct. Parce qu'évidemment, vous pouvez regarder des racines et des ailes, mais la grande différence du Tour de France, c'est qu'on est en direct. Donc moi, je trouve toujours ça un peu plus émouvant, je sais pas comment dire, mais de voir la Tour Eiffel en direct, c'est vrai. Avec les hélicos, le Mont-Saint-Michel, que de le voir dans un documentaire qui a été tourné il y a 3 mois. Et donc, en moyenne, on est à 4,2 millions de téléspectateurs la journée, et surtout une part d'audience de 44,1%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment un Français sur 2 qui était sur France 2, et tout le reste qui était sur les autres chaînes. Alors TF1 avait mis Camping Paradis et Joséphine Ange Gardien en face, et ça a plutôt pas si mal marché. On était sur des quand même 800 000 téléspectateurs, 1 million pas si mal. En journée, c'est pas mal, parce qu'il y a des gens aussi qui n'aiment pas du tout le Tour de France, mais quand même 44%, c'est énorme. Et on a eu notamment l'étape du 16 juillet, qui était annoncée comme une des étapes reines, où Jonas Vingegaard a remporté l'étape, c'est lui qui a gagné le Tour de France. Il y a eu un pic à 8,7 millions de téléspectateurs. C'est la deuxième meilleure étape des 20 dernières années en audience. 8,7 millions, rappelons-le, en journée. C'est-à-dire que c'est en prime time qu'il y a le plus de monde devant la télé. C'est pas TF1 qui passe ça à 21h, match de foot avec 2 millions de personnes. C'est ça, c'est vraiment en fin d'après-midi. Et du coup, Vélo Club, c'est l'émission, en fait, j'ai pu assister, donc je vous l'avais dit, peut-être qu'on en parlera, je vous en ai parlé la semaine dernière, j'ai pu assister à Vélo Club dans le public. C'est l'émission, en gros, débrief de l'étape, avec aussi des reportages sur Moulins. Ils avaient fait des trucs super sympas quand je suis allé voir ça, qui réunit en moyenne 2,3 millions de téléspectateurs, un Français sur 4, qui est toujours, c'est-à-dire qu'en fait, parmi les 4 millions, il y en a que 2, c'est énorme, mais il y en a que 2 millions qui partent. Il y en a 2,5 millions qui restent devant leur télé pour suivre le bilan de l'étape, ce qui est énorme. Et ce qui peut expliquer aussi que le coffre de Stéphane Rothenberg se soit mal porté, puisque c'était en face. Et ça a pu jouer aussi. Et puis noter aussi que Eurosport a fait en moyenne entre 112 000 et 130 000 téléspectateurs par jour pour le Tour de France, et avec 151 000 téléspectateurs pour l'émission Les Rois de la Pédale, qui est aussi ce moment de débrief. Donc le Tour de France, c'est un carton absolu. Et France Télévisions, lors du dernier Vélo Club sur les Champs-Élysées, a annoncé avoir signé les droits jusqu'en 2030. Alors, c'est pas, pour beaucoup, c'est pas un événement, parce que ça a toujours été sur France Télé, mais on sait en off que TF1 regarde ça de près, comme vous vous en doutez. Bien sûr. On peut pas... certes, ça coûte cher à produire pour France Télé, parce que, pour le coup, j'ai assisté à Vélo Club, et après, au fait qu'on rapatrie tout dans des camions, et que les camions, je les ai suivis sur l'ex-RCEA, autoroute A79, maintenant en rentrant, puisque j'étais allé voir mon frère. C'est un cortège impressionnant, et on se dit, c'est vrai que ça doit coûter des millions en termes de, ne serait-ce que d'hébergement, de repas, etc., etc. Mais en même temps, point de vue recette publicitaire, il y a encore une dizaine d'années, France 2 n'était pas autorisé à couper le Tour de France par des pubs. Maintenant qu'ils le sont, vous doutez bien que les annonceurs, ils vont pas s'asseoir sur 6 à 8 millions de téléspectateurs. Après, c'est un peu la marque de fabrique France Télévisions de s'exporter comme ça, des mini-plateaux, on le voyait souvent, d'ailleurs quand on était jeune, c'était un peu le mot d'ordre aussi l'été, quoi. Et ça allait toujours. Retrouver, voilà. Ça allait toujours, on en parlera tout à l'heure, mais France Télévisions était aussi au championnat du monde de Budapest, où ils étaient exportés là-bas en athlétisme. Ils étaient exportés aux Jeux Olympiques qu'on a vécu l'hiver dernier, l'hiver 2022, en Chine. Ils s'exportent énormément, ils s'exportent alors pas très loin à Roland-Garros, mais ils sont quand même... C'est la différence avec des chaînes comme Eurosport, par exemple, où ils restent dans les plateaux.
Ils restent sur les plateaux Eurosport, ils enregistrent depuis leur siège. Alors que là, on a vraiment cette migration de personnes et de présentateurs qui partent à droite à gauche. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, le succès. C'est qu'on les suit aussi, eux, comme je le disais, il y a une sorte d'identification et de sentiment d'appartenance au groupe. On parle de football. Oh, on peut parler de football d'ailleurs. Donc la coupe du monde féminine cette année, donc qui était organisée, qui n'était pas en France, qui n'était pas dans un pays européen, qui était très loin du coup, et qui a eu beaucoup de mal à trouver surtout preneur pour la diffusion. Ouais, alors ça a été un peu notre feuilleton de fin d'année dernière, de fin d'année scolaire, dirons-nous, sur le mois mai-juin, que les chaînes, la FIFA voulait 10 millions, les chaînes proposaient 1 ou 2 millions pour cette Coupe du Monde, rappelons-le, organisée en Océanie. Et alors, c'est vrai que ça a été des audiences plutôt correctes pour France 2, France 3 et M6, qui ont diffusé des matchs entre 3h du matin et midi. Oh les pauvres. Alors, Sacha Novakovic, qui est vraiment quelqu'un que vous devez suivre sur les réseaux sociaux, c'est le spécialiste média du journal L'Équipe. Il était l'année dernière dans Culture Média sur Europe 1 qu'on aimait beaucoup. Et il explique, malgré le décalage horaire et la programmation plus tardive de la compétition pendant l'été pour cette édition 2023, la Coupe du Monde féminine de football a attiré les téléspectateurs autour de certaines affiches. A commencer logiquement par l'équipe de France, qui a rassemblé en moyenne sur France 2 et M6 lors des 3 matchs de groupe, tous programmés à midi, heure française, donc ça aussi ça a joué, midi c'est pas 3h du mat, 3,89 millions de téléspectateurs, soit un Français sur 3 pour la moyenne en général. Dans le détail, France-Jamaïque, 3,43 millions sur M6. France-Brésil, 4,3 millions, parce que c'est une affiche qui fait un peu rêver aussi, sur France 2 le 29 juillet. Et Panama-France, 3,43, on redescend sur France 2 le 2 août. Alors, évidemment, quand on compare avec 2019, lors du mondial organisé en France, on avait en moyenne 9,3 millions de téléspectateurs, normal, mais c'était en prime time. Et là, on ne peut pas comparer avec une compétition diffusée à midi. Alors, si on prend tous les matchs, la moyenne, elle est que de 692 000 téléspectateurs par match. Ah oui, mais bon, en même temps, des matchs à 3h du matin. Il y a des matchs à 3h du matin avec des affiches assez bof, quoi. Mais quand même, il y a des gens qui ont suivi toute la compétition. Et on peut noter quand même que Canada-Australie a atteint le million de téléspectateurs sur France 2. Alors que c'est pas forcément une affiche de folie. Alors en tout cas, en foot féminin, c'en est une. Ça l'est pas en foot masculin. Mais voilà. Et Corée du Sud, Allemagne, qui a frôlé le million sur W9. Donc W9 le matin, le million. Jamais vous entendrez ça une autre fois que pour du sport. Alors, après, c'est intéressant de voir que même sur des affiches où il n'y a pas la France, les gens se sont quand même intéressés au football féminin. C'est quand même bon signe. Oui, c'est clair, c'est quand même bon signe. Et c'est vrai que finalement, les équipes aussi de commentatrices, c'était chouette d'avoir ça. Des commentatrices qui étaient quand même très mises en avant par les chaînes. On avait cette diffusion quand même qui était... je dirais relativement bien couverte, avec des avant-matchs, avec des choses à la mi-temps, avec des après-matchs, etc., etc. Et donc le score le plus faible, c'était le 25 juillet, pour Nouvelle-Zélande-Philippines, où on a eu seulement 220 000 téléspectateurs. Et sinon, pour la défaite de la France, le 12 août contre l'Australie, c'était un peu rageant, parce qu'elle a perdu au tir au but, et c'est vrai que l'équipe de France, qui était un peu mal en point avec toutes les affaires autour de Corinne Diacre au début de la compétition, finalement, il y a eu presque 6 millions de téléspectateurs sur France 2, soit quand même 70% de part de marché. 70%, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur ce samedi à midi, où on avait 7 Français sur 10 devant France 2. Osant dire que Jean-Luc Reichmann devait tirer la tronche en face sur TF1. Il faut bien savoir que l'équipe de France, encore une fois, on le rappelle, part dans un pays étranger pour une Coupe du Monde, se battre contre des équipes alors qu'elles ne sont même pas professionnalisées. Alors il y en a de plus en plus, mais elles ne le sont pas toutes encore. Elles ne le sont pas toutes, et même au niveau des moyens mis en place pour les entraînements et pour qu'elles puissent jouer correctement et surtout s'entraîner correctement, on est quand même sur une différence de moyens par rapport à d'autres équipes du monde qui sont quand même assez flagrantes. Donc il faut quand même apprécier la performance des joueuses, d'être allées aussi loin dans un pays étranger avec le décalage horaire. Évidemment, mais c'est vrai qu'on rêvait un peu, pourquoi pas, d'un premier titre mondial, ou en tout cas, surtout avec l'élimination précoce des États-Unis qui avaient tout gagné sur leur passage. Alors, la finale a attiré 3 millions de téléspectateurs. Malheureusement, cette finale, on en a beaucoup entendu parler par la suite, avec ce baiser forcé du président de la fédération espagnole,
et puis son refus de démissionner. Donc il a embrassé la capitaine sur la bouche, il a refusé de démissionner, il y a eu tout un pataquès justifié. Toutes les joueuses qui ont démissionné de l'équipe, etc. Donc mes 3 millions de téléspectateurs, puisqu'on va rester spécifiquement sur du média. Et comme dernière statistique que j'aimerais quand même noter, c'est la demi-finale, malheureusement perdue par l'Australie face à l'Espagne, où ils ont fait 11,5 millions de téléspectateurs en Australie. Et on peut dire 11 millions, c'est beaucoup, chez nous c'est beaucoup, mais rappelons que l'Australie est peuplée de 25 millions de personnes. C'est-à-dire, ça correspond à chez nous à une audience qui serait aux environs de 35 millions de téléspectateurs. C'est Imaginez-vous, si on faisait 35 millions chez nous sur un programme, on l'a même pas fait sur la dernière. Ça veut dire qu'il y avait un Australien sur 2 qui regardait la télévision pour regarder la finale. C'est ça, parce que quand on vous dit qu'il y avait 7 Français sur 10 qui regardaient par exemple la France, c'est 7 Français sur 10 qui sont devant la télé. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui n'étaient pas devant leur télé à cette heure-là. Là, il y a vraiment un Australien sur 2 qui était devant la télé et devant le match à ce moment-là. Rappelons que c'était ce pays qui l'organisait, mais c'est incroyable comme chiffre d'audience. Alors moi, un truc qui m'étonne, parce que je suis nul en sport et que moi le sport ça m'intéresse pas plus que ça, mais je suis subjugué par les chiffres que ça a fait, c'est les championnats du monde d'athlétisme. Ouais, alors moi l'athlétisme, j'adore ça. Mon rêve, c'est d'aller voir des championnats du monde. Mais c'est quoi l'athlétisme en fait ? Il y a quoi comme sport ? Alors l'athlétisme, c'est l'ensemble des sports qui, on va dire, sont un peu les sports originels, les sports antiques. D'accord. Les premiers sports olympiques. Donc l'athlétisme, c'est d'abord tous les sports de course. Okay. 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres steeple, 5000 mètres, 10 000 mètres. En fait, ça va du 100 mètres avec le fameux Usain Bolt qui court en 9... qui courait en 9,84 ou en 9,80 et même jusqu'en 9,58. Donc c'est le 100 mètres, c'est la course de base. Tout droit, 200 mètres on fait la moitié du stade, 400 mètres on fait tout le tour du stade, 800 mètres 2 fois le tour, etc. Et ça va jusqu'au marathon pour la course, 42 km 125, et 50 km marche. Ça, c'est toutes les parties courir. L'athlétisme, c'est aussi sauter en longueur, saut en longueur, triple saut, et saut en hauteur, et saut à la perche. Et l'athlétisme, c'est aussi lancer de poids, lancer de javelot, lancer de disque, lancer, il m'en manque un, de marteau. Et donc, c'est la combinaison de tous ces sports, l'athlétisme. De tous ces sports, on va dire, qui sont... Moi j'adore l'athlétisme depuis que je suis petit, parce que justement, c'est pas qu'un seul truc. Quand on regarde l'athlétisme, on regarde pas que des gens courir, que des gens sauter, que des gens lancer. On voit cette alternance avec des courses qui sont hyper rapides, des courses qui sont hyper stratégiques. Oui. Une course de 10 km, c'est presque comme une étape du Tour de France en vélo. C'est-à-dire qu'il y a des échappés, ils se font rattraper, il y a ceux qui partent super vite et après qui sont cramés, etc. etc. Et donc, c'était à Budapest cette année. On va rappeler que les records d'audience pour de l'athlétisme, c'était en 2003, parce que c'était la France qui l'organisait. Et donc, les championnats du monde d'athlétisme se passent toujours sur le même mode, c'est-à-dire le matin, des épreuves de 8h à midi, puis une pause, et ça reprend de 18h à 23h. Et donc sur France 2 et France 3, il y a eu de très belles audiences avec au total 35 millions de téléspectateurs qui ont regardé au moins une minute. Donc le Tour de France c'est 42, là c'est 35 millions. C'était que 31 entre guillemets en 2019 pour les championnats du monde à Doha au Qatar. Les championnats du monde, normalement, c'est une fois tous les 2 ans. Mais là, il y en avait eu l'année dernière à Eugene aux États-Unis, parce que avec le Covid, ça avait été décalé. Mais Eugene aux États-Unis, c'était des épreuves qui se déroulaient en fin de soirée et la nuit. Donc c'est pour ça que point de vue audience, on compare à Doha au Qatar, qui est avec pas un grand décalage horaire. Et donc, en moyenne, 2,2 millions de téléspectateurs les soirs et 12% de part de marché, ce qui a permis à France 2 et à France 3 le soir d'être toujours première, deuxième ou troisième chaîne grâce à ces championnats du monde d'athlétisme. Je trouve ça fou. Donc ça marche très très fort et tu devrais regarder l'athlétisme, je suis sûr que t'aimerais. Mais il faudrait déjà que je me mette à regarder du sport. Mais justement, l'athlétisme, ce serait une super porte d'entrée. Mais c'est possible, mais j'ai l'impression que moi, ma télé me sert à être allumée juste pour regarder des films. J'ai beaucoup de mal à regarder d'autres programmes. Il va y avoir les championnats du monde en salle à Glasgow, mi-mars. Tu poses ta semaine de congé, on y va ensemble et on va voir sur place. À Glasgow, on visite Glasgow. Et en fait, ce qui est génial, c'est que, je me permets de faire une parenthèse, tu couperas si c'est pas intéressant pour nos auditeurs, mais la Fédération française d'athlétisme a lancé cette année une agence de voyage, en plus, on va dire, de ce qu'elle fait pour l'athlétisme. C'est-à-dire qu'elle propose aux gens de partir, et comme les épreuves, c'est le matin et le soir, c'est-à-dire le matin, ils vous emmènent au stade, vous regardez les épreuves, et l'après-midi, c'est du tourisme. Vous visitez tel monument, et le soir, ils vous ramènent au stade et vous voyez le truc. Et du coup, alors, c'est un rêve, je sais pas si je pourrais le faire, mais j'essaye de mettre un petit peu d'argent de côté, puisque les championnats du monde d'athlétisme 2025, les prochains seront à Tokyo, et du coup, ils proposent aller voir et après visiter le Japon
en journée. Et là, je vous avoue que ça me titille un peu. Oui, j'avoue. Bah alors moi les sous de côté là pour l'instant, je crois que toi tu es au courant, mais ça Oui. va pas, voilà, mais je Oui. recommence à zéro en janvier 2024. mais voilà, non mais c'est vrai que c'est une belle proposition en tout cas, et ne serait-ce que peut-être le regarder à la télévision, mais il faudrait déjà que j'arrive à allumer ma télé Oui, bien et sûr. pour regarder le sport et trouver ça intéressant. Mais bon, on peut essayer, de toute façon on est ouvert à tout, et c'est à ça que sert cette émission, c'est à faire beaucoup de choses, parce que finalement je ne regardais plus la télé avant de recommencer cette émission avec toi, et maintenant je me retrouve à me délivrer les audiences en story Ouais, ça toutes c'est les chouette. semaines, donc Ça fait c'est plutôt cool. encore une victoire de canard, comme le disait la publicité Exactement. pour le canard WC dans les années 2000. Qui est devenue une expression d'ailleurs maintenant que Oui, tout le c'est monde vrai. utilise. Explique-nous d'ailleurs, après nous avoir expliqué l'athlétisme, qu'est-ce que c'est que ces championnats du monde de cyclisme? Eh ben c'est des championnats du monde de cyclisme, c'est-à-dire c'est des gens en vélo qui font la course. Le Mais en stade. Tour de France, alors pas uniquement. Ah. Vous aviez au championnat du monde de cyclisme, vous avez le cyclisme sur piste, donc c'est un anneau, et puis voilà, et là c'est pareil comme en athlétisme, il y a des durées, il y a des distances, et puis vous aviez en même temps les championnats du monde sur route, c'est-à-dire que le Tour de France c'est 3 semaines, et c'est celui qui fait le Tour de la France le plus vite en 3 semaines qui est le maillot jaune, et bien les championnats du monde sur route c'est une course. C'est-à-dire que vous avez tous les plus grands coureurs du monde, donc pratiquement tous les mêmes qu'au Tour de France, qui font la course sur une roue. Et là c'était à Glasgow cet été. Et donc, et puis vous avez aussi le championnat du monde féminin, et vous avez aussi le championnat du monde de contre-la-montre, où là, ils font tous le même circuit, mais un par un, c'est celui qui va le plus vite qui est champion du monde. Et donc, en 1,8 million de téléspectateurs en moyenne et 18,2% de part d'audience, ça peut paraître pas énorme, mais ça l'est parce qu'on est quand même sur des choses que toi tu connaissais pas, par Ah exemple. ouais, non, mais je trouve ça très bien, moi. Et l'occasion de dire aussi que le Tour de France Femmes, alors la seule chose que j'ai trouvée sur les audiences, c'est le communiqué de France Télé qui dit « Cette édition a consolidé les belles audiences de l'année dernière pour son lancement avec un reach qui atteint 19,7 millions de téléspectateurs. » Oui, donc bon. C'est pas beaucoup détaillé, je trouve. Ouais, C'est-à-dire que si ça avait été un véritable carton, on aurait eu plus de chiffres. ouais. Maintenant, c'est vrai que cette année, le Tour de France féminin, j'ai trouvé, était peut-être plus intéressant que l'année dernière. Il faut rappeler que c'est seulement la 2e édition. Il y en avait eu dans les années 90, mais là, ils ont relancé. Et là, les étapes étaient un peu plus intéressantes, mais c'est vrai que ça peine peut-être encore à décoller. Ouais, mais Par c'est contre, normal, on connaît pas encore Ouais. les noms, on n'a pas encore d'affinité avec les coureuses. mais par contre, je trouve l'idée très intéressante de Complètement. dire que ça commence le jour de la fin du Tour de France masculin. Très bonne C'est-à-dire que souvent, il y avait des gens qui avaient, et moi le premier, un petit coup de blues quand le Tour de France finit, parce que mine de rien, pendant 3 semaines, on suit les coureurs, on idée. Du suit coup, tout tu ce qui se finis passe, un peu. et tu finis, bah voilà, Enfin, ça, c'est décompression, les quoi. coureurs sont sur les Champs-Élysées, c'est terminé, voilà. Bah là maintenant, comme on a aussi Nicolas Jay, Laurent Jalabert qui sont là, qui continuent de suivre, alors je me dis pour eux, ça leur fait 4 semaines quand même où ils Ouais, suivent c'est tout vrai qu'il y a ça, beaucoup, hein. et bah ça permet un petit peu de continuer comme ça, de aller suivre. Et puis pour terminer, on va parler rugby rapidement pour dire que TF1 avait proposé les test matchs, ça c'était nouveau, hein, c'est France 2 qui avait les droits, les test matchs, en fait c'est les matchs amicaux de rugby qui ont très bien marché cet été, et on y reviendra je pense fin octobre pour un bilan global des audiences de la Coupe du Monde de rugby, mais on peut dire que cette Coupe du Monde elle marche très fort, Ouais. avec notamment, alors c'est assez intéressant, France-Italie, dernier match de poule qui a eu lieu la semaine dernière, que je vous dise pas de bêtises, c'était vendredi soir, le vendredi 6 octobre, 13,5 millions de téléspectateurs en prime sur TF1, 13,5 millions, France-Italie, et en Italie, le match a fait 500 000 téléspectateurs seulement. Donc Mais c'est là non. qu'on voit le gouffre, parce qu'effectivement, même si l'Italie depuis une quinzaine d'années est membre du tournoi Destination, c'est vrai que c'est pas un sport qui est encore très Ouais. culturellement assis là-bas, mais alors là, la différence, alors l'Italie était quasi éliminée, fallait un miracle contre les Français qui n'ont pas eu, donc en plus je pense que les Italiens se sont dit de toute façon c'est mort, on ne Ouais. regarde pas, mais quand même 13,5 millions chez nous, 500 000 là-bas, et j'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine pour vous donner l'audience du quart de finale qui va avoir lieu France-Afrique du Sud, c'est dimanche soir. Alors le duel du Ils sont un dimanche, peu les deux favoris quand même de cette et compétition. ben en fait quoi. c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Ça me fait plaisir de parler de sport parce que j'adore ça et j'ai pas l'habitude d'en parler. Mais un des problèmes de la compétition de la Coupe du Monde de rugby qui n'a pas les moyens de la Coupe du Monde de foot, c'est que le tirage au sort quand on a une Coupe du Monde de foot, il a lieu J'ai entendu parler. de juste avant. Ouais. Pour la Coupe du Monde de rugby, il a eu lieu il y a ça. 2 ans et demi. Ouais. Parce qu'il faut le temps aux équipes de pouvoir, et qui n'ont pas l'argent du foot, de pouvoir se structurer, Ouais. préparer. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, j'ai une amie qui les a rencontrés par hasard dans Lyon, ils sont à Lyon, l'Australie dans telle ville. Et du coup, au moment du tirage au sort, les équipes, c'était pas les mêmes équipes les plus fortes maintenant. Et du coup, là, c'est très déséquilibré. C'est-à-dire que vous avez France, Afrique du Sud, Irlande et Nouvelle-Zélande qui sont les 4 meilleures équipes du monde, qui s'affrontent dès les quarts de finale. Et de l'autre côté du tableau, vous avez Argentine, Fidji, Angleterre, Pays de Galles qui sont des équipes beaucoup plus modestes pour l'instant. Et du coup, si le tirage au sort avait eu lieu comme pour la Coupe du Monde de foot il y a 6 mois, on n'aurait pas eu ça. Et là, c'est presque dommage parce que c'est vraiment la France qui est quand même 3e nation mondiale et
à ses favorites de la Coupe du Monde parce que c'est chez elle, la France qui affronte le champion du monde en titre. Ça aurait dû être la finale France-Afrique du Sud. Et là, c'est le quart de finale. Mais par contre, je pense qu'en termes d'audience, à mon avis, ça devrait aller très loin. Et voilà, on parle souvent de duel du dimanche soir. Alors je pense que le petit locataire sur France 2 risque d'avoir aussi un petit score d'audience dimanche. Parce que face au rouleau compresseur rugby, ça va être compliqué. Et on finit en fait cette émission, mon cher David, avec les audiences de tout ce qui va être fiction, les duels du dimanche soir, ce genre de choses. Ça a été quoi les gros cartons de cet été là? Alors le gros carton, déjà, je pense que toi tu viens de le faire, parce que on peut, on va dire à nos auditeurs la vérité. On vient de couper notre enregistrement pour la fin de la séance du film qui était diffusé dans notre cinéma. Et chers amis, David vient de conseiller aux gens d'aller voir le film Brigitte avec Catherine Deneuve au lieu de Bernadette. David a fait un amalgame merveilleux devant nos spectateurs, leur disant d'aller voir le film Brigitte. Ouais. Et pour moi, ça, c'est une œuvre d'art. Parce que c'est vrai qu'on enregistre à 22h23, donc voilà, j'ai quand même une petite excuse. C'est-à-dire, t'aurais pu vouloir faire la blague et dire tiens, on va les faire marrer, mais non, même pas. Non, mais premier degré, tu leur as dit. Vraiment bizarrement en mode ils vont blaguer ou pas. Enfin bon, bref. Mais sinon, le vrai carton, en fait, c'est pour une fiction Camping Paradis. C'est fou. Environ 5 millions de téléspectateurs à chaque diffusion. C'est les gens qui sont pas partis en vacances, qui ont envie de voir le camping. Ouais, puis je pense que c'est un programme d'été. On le disait justement tout à l'heure. Il est au bon endroit au bon moment, entre guillemets. C'est que c'est un film d'été. Avec c'est des fictions d'été, pardon. Ça se passe dans un camping. C'est quelque chose qui a trait aux vacances. Et je pense qu'aussi, les grandes vacances, c'est un moment où les enfants sont devant la télé. Ouais. Ne l'oublions pas, ils font partie des téléspectateurs. À partir du moment où ils ont 4 ans, ils sont comptés dans les audiences de médiamétrie. Et je pense que ça fait partie, un peu comme Joséphine Ange Gardien, peut-être quand moi j'étais plus jeune, où il y avait une famille formidable sur TF1. Je pense que c'est la fiction devant laquelle les gens se disent on va mettre nos gamins parce qu'ils vont passer un bon moment. Il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de guerre. Il y aura des bons sentiments. Donc en fait, Camping Paradis, c'est un peu le téléfilm de Noël de l'été. C'est le téléfilm de l'été. Grosse prise de risque sur France 2 avec Black Mirror, mais alors pas les saisons 1. Ouais, alors on en avait parlé, c'est vrai que le partenariat France 2 Netflix, personne ne l'avait vu venir. Avec une grande soirée Black Mirror, avec les épisodes, on va dire, c'est vrai que c'était décousu par contre. Mais Black Mirror, moi j'ai jamais regardé, mais en même temps, c'est tous des épisodes différents. Ouais, donc, c'est des one-shots à chaque fois. Ça aurait pu être un select des meilleurs épisodes. Et en fait, ils ont diffusé quand même des Black Mirror, c'était tout début juillet, entre 21h et 4h du matin. Ouais. Avec, on va dire, les épisodes les plus grand public au début de soirée, puis au fur et à mesure qu'on basculait, vous le savez, dans du moins de 12, moins de 16, moins de 18. C'était la nuit. Et donc, 1,8 million de téléspectateurs, c'est pas si mal, moi, je trouve. De moyenne ? Ouais. Franchement, c'est bien. C'est pas si mal. Puis, franchement, c'est quand même peut-être pas super grand public. C'est un peu niche. Donc, faire 1,8 million de téléspectateurs, je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Et TF1 qui a pas véritablement pris de risque, hormis sur son créneau. Le mercredi soir, c'était film culte et comédie. Ouais, alors, on s'attendait pas du tout non plus. Mais alors, TF1 a mis une nouvelle case cinéma le mercredi soir avec parfois un film, parfois 2 films. Que l'été. Ouais. Vraiment que l'été pour juillet, mais ils avaient jamais vraiment fait ça auparavant. Et à chaque fois, plus de 3 millions de téléspectateurs, avec notamment le dîner de cons, 3,2, les visiteurs, les bronzés, 3,4, Star 80. Et puis il y a eu un grand débat sur les réseaux sociaux au sujet du film All Inclusive. C'est un film qui est sorti en 2019 de Fabian Antoniente, qui est le fameux réalisateur des Campings. C'était un peu un copycat de Camping. Il s'est auto-copié avec All Inclusive et Franck Dubosc en acteur principal. Et il y a eu un débat en disant qu'en fait, c'est vrai que c'est quand même dingue parce que 3,4 millions, c'est à égalité avec Les Bronzés la meilleure audience de l'été le mercredi sur TF1 pour un film qui a 1,3 sur Allociné, qui est une des plus mauvaises notes d'Allociné. Moi personnellement, je crois que j'ai rarement vu un film aussi mauvais en salle. Mais les journalistes disaient, c'est vrai que c'est curieux, il y a ce fossé entre les gens qui vont voir des films au cinéma qui n'aiment pas et les gens qui chez eux ont adhéré parce que la courbe est bonne. Ouais. Les gens sont pas partis en cours de film. C'est ça. Et pour moi, je pense qu'il vaut mieux voir 1000 fois un épisode de Camping Paradis que All Inclusive. Bah oui. Et c'est très difficile à expliquer. C'est très 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 difficile à expliquer. Et au final, TF1 qui a tenté, parce qu'on sait TF1 c'est le dimanche, et on a eu de temps en temps le lundi en début d'année, souvenez-vous, pour la sortie d'Astérix. Mais là, ils ont tenté le mercredi, et c'est vrai que c'est pour moi la chose la plus intéressante, sans doute à vous dire, des audiences cinéma de cet été. C'est une case, alors effectivement, elle n'est pas prise de risque, parce que forcément, Les Bronzés, le dîner de cons, tout ça, mais sur la durée, avec des films comme Star 80, avec All Inclusive, qui sont aussi des films récents,
Et en fait, tout a marché. Et c'est devenu un rendez-vous pendant les vacances. Je pense que les gens savaient que le mercredi, là aussi, ils pouvaient se poser, que ce soit devant le dîner de con, devant les bronzés ou devant Star 80. Ils peuvent se poser avec les enfants. Et ça a fonctionné. Et c'est vrai qu'on s'y attendait. Enfin, on s'attendait pas à cette nouvelle case. Bah non, c'est ça. Mais c'est bien, c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Franchement, bravo à eux. Et puis bon, forcément, on avait les fameux duels du dimanche soir. Ceux-là, alors, sur Instagram, vous retrouvez la story quelque part qui vous permettra de voir qu'on a mis des audiences et que le premier duel de la rentrée a commencé là, début octobre. Mais finalement, pendant l'été, il y a quand même eu des duels. Il y a eu des duels finalement tous les dimanches. Et puis pas à la rentrée à cause de la Coupe du Monde de rugby. Puisque forcément. Très souvent, il y avait le rugby sur TF1 et un film sur France 2. Je ne vais pas repasser sur tous les duels, mais quand même vous dire que le fameux 8 rues de l'humanité de Danny Boone a fait 3 millions de téléspectateurs. Ce qui est pas si mal. Hein. Ce qui est pas si mal, mais c'est comme l'appréciation du public. Ouais, mais justement, ça témoigne aussi du fait que TF1 choisit... Parce que quand Danny Boone signe avec Netflix, il impose, entre guillemets, à Netflix de pouvoir passer un partenariat avec TF1. Pour être sûr que son film puisse être vu par tout le monde. Il a dit, moi je le sors pas en salle, d'accord, rappelons que c'est un film sur le confinement, mais je veux que TF1 ait les droits pour que tout le monde puisse le voir. Ouais. TF1 y a cru moyen pour le diffuser un 2 juillet, et ils sont battus par Mission Impossible sur France 2 en plus, et les critiques n'ont pas été bonnes du tout sur les réseaux sociaux, donc forcément voilà. Il y avait les fameux James Bond sur France 2 qui ont duré tout le mois de juillet, avec une moyenne de 2 millions, des cartons pour Un tour chez ma mère et Retour chez ma fille sur TF1, 3,8 et 4,2 millions. Et surtout, et ça, notez, et c'est là où je vous le disais tout à l'heure, le record, pour l'instant, notre numéro 1. De toute façon, au moment de nos fameuses émissions de Noël, je vous ferai le podium des 3 meilleures audiences cinéma de 2023 à la télé. Et pour l'instant, le numéro 1, c'est Pourri gâté. Un numéro 1 un 30 juillet. Alors, il a fait 5 160 000 téléspectateurs. C'est devant Meurt un autre jour sur France 2 qui fait la moitié avec 2,6. Et Pourri gâté, c'est vrai que c'est un succès qu'on n'avait pas vu venir. On l'a diffusé, nous, en salle. Ça n'avait pas marché forcément plus que ça. Ça a été, comme les comédies françaises, un petit succès, mais correct. Mais surtout, c'est le différentiel qui a beaucoup marqué aux États-Unis sur le fait qu'il a été numéro 1 sur Netflix pendant un temps et pendant une trentaine de pays du monde. Les gens ont adoré ce film. Je comprends pas pourquoi. C'est une comédie sympathique, hein, mais ça n'a rien de différent par rapport aux autres comédies qu'on passe. Et alors là, sur TF1 qui n'y croyait pas puisqu'ils l'ont mis le 30 juillet, c'est presque le pire dimanche de l'année, puisqu'en plus on est en plein chassé-croisé. Les gens qui partent en vacances, ils viennent d'arriver sur leur lieu de vacances, ils n'ont pas la tête à mettre un film. Les gens qui rentrent, ils sont exténués, ils rangent leurs trucs, ils n'ont pas la tête à regarder un film. Donc théoriquement, on ne mise que sur les gens qui sont chez eux. Et sachant que c'est le week-end de l'année où il y a le moins de gens chez eux, puisqu'ils partent à ce moment-là. Alors, le temps n'a pas été foufou non plus en début d'été. Est-ce que ce jour-là, il pleuvait pas? Eh ben, le 30 juillet, il a fait plutôt beau. D'accord, merci Evelyne Delia. Parce que je me rappelle le 29 juillet de ce que j'ai fait ce week-end-là. Ah, d'accord, et le 30 juillet, je me baladais sur Lyon, il a fait très beau. Ah, bon, voilà. Et donc, il n'y a même pas cette excuse-là. Et il fait 5 180 000. Qu'est-ce qu'on se dit chez TF1? Pourquoi on ne l'a pas mis en novembre? Franchement, ils auraient pu faire 6 ou 7, je pense. Oui. Ça aurait... Enfin, je sais pas, j'attends ton analyse, mais moi... je pense qu'ils s'y attendaient pas, donc est-ce qu'ils vont pas le repasser comme ils le font, tu sais Ah, mais il va revenir tous les 2 ans. Ouais, c'est ça. Et quand il reviendra la prochaine fois, je vous garantis une chose, ce sera pas en juillet-août. Si ça se trouve, moi je te dis ça, mais est-ce qu'il reviendra pas avant la fin de l'année? Je pense pas quand même. Ils ont déjà fait du jour au lendemain, on a déjà vu tu sais, Jumanji d'un jour, tu sais, on l'avait revu le lendemain. Oui, c'est vrai, on l'avait vu le lendemain. Ça les empêche pas, mais bon, ce serait curieux, mais alors là par contre, ouais. Bon, ils referaient pas un 5 millions, mais s'ils pourraient refaire un 3,5 millions, ça pourrait être bien pour eux. Le numéro 1 du podium, c'est fou. C'est Pourri gâté. Autant l'appel de la forêt, on s'est expliqué parce que c'était les vacances de Noël. Tout le monde est en vacances en même temps. Et en plus, un 1er janvier, film familial, etc. Alibi.com, c'est devenu une comédie culte pour beaucoup de gens. Au même titre, je vais me faire taper sur les doigts ou hurler dessus peut-être dans les commentaires, mais c'est pour des générations, ça va être comme Les Bronzés, ou ça va être comme D'ailleurs, on a revu le 2 avec Océane il n'y a pas longtemps. Le 2 est quand même vachement mieux que le 1. Le 2 est extraordinaire, vraiment, tu rigoles du début à la fin. C'est très très bon. Je trouve aussi, il est sur Canal d'ailleurs actuellement. Très intelligent comme comédie. Mais Pourri gâté, on s'y attendait pas trop. À noter quand même le très très bon score de En eau trouble le dimanche suivant. Autant le 2 a fait plutôt un flop en salle, je sais pas si tu l'as vu. Non. Aucun des deux. C'est vrai qu'on l'a pas débriefé du coup, j'y ai pensé l'autre fois, mais je n'ai pas vu le 1, je n'ai pas vu le 2 non plus. On va pas débriefer un film qu'on n'avait pas vu. Exactement, mais débriefer, j'y arrive toujours pas. Mais c'était un film assez attendu quand même cet été. Et le 1 qui fait 4,4 millions de téléspectateurs, autant le 2 a pas forcément cartonné en salle, mais très très beau score. Et puis le très beau score aussi de Balles perdues. J'adore ce film. Que je très n'ai bon pas film vu. Netflix. Et voilà. Et
on est vraiment là quand même après 8 rues de l'humanité. On a toujours cette phrase, les plateformes vont tuer la télé. La preuve qu'ils marchent main dans la main. Mais c'est marrant parce qu'en fait, au début, je sais plus quand est-ce que ça s'est passé, je me souviens de la série Orange is the New Black. Ouais. Qui, au bout d'un moment, mais je me suis rendu compte, je me suis dit, mais comment ça se fait ? Je l'ai vu sur Chérie 25. Et je me suis dit, mais c'est pas vrai, ils commencent à vendre les... En fait, quand ils ont terminé une série, Netflix, quand ils voient que les visions chutent, ils disent, bon bah allez, c'est le moment. Je sais pas combien ils vendent ça aux chaînes de télé, mais en fait, une fois qu'ils ont vu que les visionnages n'étaient plus si hauts que ça, qu'ils peuvent plus en faire la communication et que c'est perdu au milieu du catalogue, plutôt que de l'enlever de leur catalogue, ils le filent à une chaîne de télé. Ouais. Et ça leur fait des sous en plus qui rentrent. Ça avait été le cas aussi avec TF1 qui avait racheté tous les droits du Marvel Universe de Netflix. Il faut rappeler que pendant un temps, sur Daredevil et tout, TF1 série film. Alors ils avaient mis ça au début les samedis, puis après les mercredis, il y avait Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, etc. Et là, Black Mirror qui arrive sur France 2. On y reviendra la semaine prochaine quand on va. D'ailleurs, c'est Black Mirror, justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas les premières saisons, c'est le Black Mirror version Netflix, pas le Black Mirror version BBC. Oui, et c'est pour ça que c'est un accord Netflix. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, mais c'est gagnant-gagnant. Parce que là, Netflix a touché de l'argent et TF1. Qu'est-ce que vous voulez dire avec 3,5 millions, c'est énorme. Et puis après, le Grand Bain 3 millions, Chamboule tout 3,5 millions le 27. À noter que donc France 2 a été devant, et ça c'est fou. France 2 n'a été devant que le 2 et le 9 juillet. France 2 n'a été devant que quand ils ont été face à Danny Boone. Oui, c'est vrai. Et je pense que le monsieur, et on l'a vu avec, j'ai oublié le nom de son film qui est sorti en mai, que j'avais trouvé pas si mal, avec Cadmerade. Oui, il revenait du Club Med. C'est pas une affaire de famille, mais... je vois le truc. Et je me dis que le monsieur est de moins en moins bankable. Un film de Danny Boone, La Ch'tite Famille, Red Dingue, c'était... C'est encore une histoire de nouvelle génération, c'est-à-dire que Danny Boone a fait tellement de choses qui étaient... c'est un humour générationnel, en fait. Mais je me dis que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ça continue de marcher. C'est pas des cartons, mais je veux dire, les films... mais les thématiques sont pas les mêmes. Didier Bourdon, Christian Clavier, avec la bande à Fifi, c'est vraiment les bankable du moment. Mais Danny Boone, il était au-dessus de tout, et au-dessus de tout, je parle en termes d'entrée, pas en termes de qualité, mais de Bienvenue chez les Ch'tis, qui reste aujourd'hui le plus gros succès du cinéma français, rappelons-le, 20 millions de téléspectateurs. Le dernier, c'est La Ch'tite Famille, quoi. Et en fait, jusqu'à La Ch'tite Famille, donc de 2000, ça devait être 2008, et La Ch'tite Famille, c'est 2017, pendant 9 ans, quand un film de Danny Boone, c'était synonyme de succès. Après, il a été un moment sans enfer, puis il a fait 8 rues de l'humanité. Là, il a fait et d'ailleurs, j'ai oublié le nom du film avec Cadmerade. On parle des films qu'il a réalisés. Parce qu'entre-temps, il y a eu Superchondriac, etc. Il l'a réalisé, Superchondriac. C'est 2014. C'est avant La Ch'tite Famille. Okay. C'est avant La Ch'tite Famille. Et c'est vrai que c'est surprenant. Et d'ailleurs, le distributeur n'y croyait même pas à son dernier film, n'y croyait pas. Il est sorti en mai. D'habitude, les films de Danny Boone, c'est février. Vous le remarquerez. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Alibi.com 2. Toutes ces comédies-là sortent toujours le premier ou le deuxième week-end de février, en plein cœur de l'hiver, où les gens vont bien au cinéma. Là, il l'avait sorti en mai, et c'est marrant que le réalisateur le plus bankable du cinéma français, il est dans une période un peu plus de désamour. Mais je pense que c'est des temps de pause, tu sais, c'est comme là on voit Thierry Lhermitte qui revient tout doucement dans des comédies un petit peu dramatiques. Pareil pour Junio qui a été absent des écrans pendant un temps. Je pense que là il faut juste qu'il laisse un peu de temps passer, il reviendra dans la mémoire des gens, un peu de nostalgie, puis il reviendra quoi. Ouais, mais c'est vrai que Junio, Lhermitte ont jamais été au sommet. Danny Boone, c'était vraiment. Nous on prenait les sorties nationales, on savait qu'on allait faire 1000-1200 entrées. Comme la bande à Fifi comme la bande à Fifi, ou comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou comme les Baudins. Mais là, maintenant, c'est vrai que c'est fou de me dire, si on m'avait dit avant l'été, si j'avais pu voir les 8 semaines de duel telles que je vous les présente, on n'aurait jamais dit France 2 va gagner que face à Danny Boone. Il y a quelques années, les films de Danny Boone sur TF1, c'était 8 à 10 millions de téléspectateurs. Et là, TF1 les passe en juillet. Donc c'est quand même... bref. Et puis une petite conclusion pour dire qu'En Famille est un peu en baisse sur M6. Ça c'est le programme qui remplace Scène de ménage pendant l'été. Qui est un fil rouge d'ailleurs maintenant. Ouais. Et c'est peut-être ça qui crée peut-être une C'est petite ça, baisse. mais c'est une petite baisse, mais je trouve ça quand même sympa qu'il y ait encore des programmes de l'été, des fictions qui ne sont là que l'été, il y a pratiquement plus qu'En Famille. Et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas d'autre chose, mais ça continue de bien marcher. D'ailleurs, au mois de septembre, ils ont fait un prime sur une histoire d'héritage et de château qui a plutôt bien marché sur la chaîne numéro 6. Tarek Boudali d'ailleurs qui commençait dans En Famille. Ouais, c'est clair. Qui arrive avec 3 jours max très bientôt là.
C'est vrai que ça ne s'arrête plus pour la bande à Fifi, que ce soit l'un ou l'autre qui réalise. Eh bien écoute mon cher David, ça y est, c'est terminé, cette émission elle touche à sa fin. Elle est bien plus longue que la dernière. Ah non, même pas, 1h30, écoute, on est dans notre moyenne. On est dans les clous. Merci beaucoup pour cette émission, j'espère que ça vous a plu. La prochaine sera une émission tout à fait classique. On va revenir on à la reprend formule, un rythme voilà, tout à fait classique. On vous a préparé des petites choses là pour cette année, on va essayer de changer un peu la formule, on va essayer de faire quelque chose qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas s'il y a des sujets qui vous intéressent quand vous écoutez le podcast, à nous écrire, à nous demander si vous voulez des compléments d'informations. Ça nous permet nous de créer des sujets complets pour le podcast et ça nous permet d'essayer de ne pas en trouver nous-mêmes, donc ça nous facilite la tâche. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur la télévision, sur le cinéma, sur la projection. Dès que vous avez un petit truc qui vous vient en tête, vous écrivez sur Instagram, sur Twitter ou sur n'importe quel réseau et puis on essaiera de répondre dans le prochain podcast. Merci à tous, merci à toi David, et on se retrouve la semaine prochaine. Maintenant ça sort le vendredi à 8h toutes les semaines, donc à la semaine prochaine, vendredi 8h. Et ben vendredi prochain du coup.